émission 875. Cette semaine, X-Men 97. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, dis-je, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Noël. L'ensemble? Benoît Mercier Micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ont les clés de la Danger Room. Je vous les présente à l'instant. Le premier et en est à sa 8e mutation. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Bonjour. Ta plus récente forme. Ouais, elle a l'air de ça, là. Elle a l'air de ça. Wow. C'est ça. Beaucoup d'enthousiasme. Faut y avoir allure, là, arrête ça. Le dernier, sa mutation fait en sorte que personne ne peut le toucher, sinon on reste charmé. Le directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal et plein d'autres. Cliff Caporal est avec nous. Salut Cliff. Bonjour. Bonjour Cliff, très content que tu sois parmi nous. Tu sais que tu fais partie de l'univers étendu des Mystérieux Étonnants. Les gens apprécient particulièrement ton personnage. Oui, je dis la vérité maintenant que c'est pas vrai que je joue le meilleur, ça fait partie d'un personnage que j'ai créé pour les Mystérieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est un personnage que tu avais développé à l'université, mais que tu as repris. C'était Duplessis, en fait, que tu as retravaillé en anglo, directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal. T'en sais beaucoup, je suis sûr que tu étais là. Oui, en fait, j'ai lu les livres d'histoire. C'est très intéressant, cette période-là de ta vie. On en parlera peut-être un show éventuel. Donc, c'est le grand retour de Simon cette semaine, parce qu'on parle justement de X-Men 97, la grande série qui était faite pour nous autres. Là. Je pense que s'il y a un algorithme qui pouvait sortir de quoi, c'était bien cette série-là. Série qui reprend, en fait, une continuation de la fameuse série des années 90 d'animation, disponible maintenant sur Disney+. Puis Cliff est aussi un grand amateur des X-Men. Un petit peu. Moi, un petit peu. J'ai déjà vu ta bibliothèque avec tes figurines pendant qu'on te recevait durant l'émission. J'ai conclu que tu avais une appréciation pour les enfants de l'atome. Oui. Donc, on t'a invité et t'as accepté. Merci beaucoup d'être là. Messieurs, grande annonce. Grande annonce parce que c'est confirmé. Confirmé, quand je dis confirmé, je l'ai annoncé au gars hier, mais c'est le spécial de Noël, les Mystérieux Étonnants, qui s'en vient encore une fois cette année. Et ça, c'est dans à peu près un mois et demi. Donc, réservez votre date, messieurs, dames. On fait un live chaque année. Donc, c'est disponible en balado, mais on fait un live en vidéo chaque année, en direct. Ce sera le dimanche 22 décembre à partir de 20h. Donc, on va faire ça. Hein? C'est un beau petit spécial. On va recevoir l'équipe. Une bonne partie de l'équipe va être présente pour cette fois-ci, en espérant que notre ami Jake sera de retour en vie, parce que j'ai appris récemment que Jake s'en allait représenter le Canada en Chine. Oh oui! Donc, la suite nous surprendra. On va sûrement pouvoir lui en reparler d'ici là. Mais si tout va bien, il sera avec nous le dimanche 22 décembre pour le spécial de Noël des Mystérieux. C'est une tradition, on fait ça chaque année. C'est vraiment le fun. As-tu hâte, Simon? T'as-tu hâte? T'es excité? Oui, mais je suis curieux ça va être quoi la forme cette année? Qu'est-ce que tu veux dire par forme? Ben, dans le sens, est-ce que c'est tout au même endroit ou c'était... Ben, si vous êtes à l'aise, on peut faire ça comme l'année passée au même endroit. C'est ça, je me souviens pas, c'était quoi l'année passée? Ben, c'est les dernières années, on les a fusionnés un peu. Oui, on a fait ça en live, entre nous autres, ici. Peut-être que je pourrais trouver un spot qui a un petit peu plus de place. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Okay. Si vous voulez nous recevoir chez vous, on peut faire ça chez vous, Simon, ça me dérange pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, on a le temps de vous en reparler puis de mousser ça, mais ça va être le dimanche 22 décembre. Sinon, messieurs, Cliff, Simon, oui. On s'ennuie de notre ami Laurent Boutin qui est présentement en voyage. Ben oui. Et c'est son anniversaire, le 23 novembre prochain. J'ai appris ça juste avant l'émission. C'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Je pense qu'il va avoir 40 ans. Oui, c'est ça. Un gros chiffre. Un gros chiffre significatif. Et donc, on s'ennuie de lui, bien sûr, mais on lui souhaite un très beau voyage. Il a l'air d'ailleurs à profiter de son voyage. Et il nous a envoyé un speak pack, donc il nous a envoyé un message vocal. Oh! Donc, il nous donne des nouvelles. Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir dans quelques instants. Bonjour les mystérieux étonnants, ici Laurent Boutin en direct du Japon et donc du futur puisque j'ai 14 heures d'avance sur vous. Je suis actuellement en file en train d'attendre pour aller faire de la fameuse zipline dans la bouche de Godzilla. Je voudrais remercier ardemment tous les donateurs du Patreon pour l'opportunité de cette belle expérience ainsi que Benoît Mercier qui a promis de rétroactivement me payer le voyage que cela comportait. Merci énormément, je vous aime tous. On se revoit de l'autre côté du trou fignon de Godzilla.
Je pense que Laurent, dans les derniers mois, a développé son personnage de troll. Il était très troll, d'ailleurs, au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Il avait habillé des gens qu'il connaissait en membres du film Rock'n'None 2, qui prétend être le meilleur des deux Rock'n'None. Moi, je dis que c'est le premier. Il s'était donné là, pour sa petite mise en scène. Tu vois qu'il... Je pense que la chose la plus choquante, c'était son opinion sur Terminator 2. Oui, que c'était pas un bon Terminator. C'est pas le meilleur Terminator. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a choqué bien des gens. Il y a eu comme une vague, je pense, dans le public quand il a dit qu'il y avait Il a perdu beaucoup de gens là, quand il a dit ça. Là. Fait que c'est la transformation lente, mais quand même soudaine de Laurent en éventuellement super villain du groupe. Moi, c'est ce qui va arriver en 2025. Il va y aller comme complètement super villain. Je vous rassure, Laurent a survécu à son aventure parce qu'il a envoyé un petit vidéo d'une conversation que j'ai avec lui où on le voit faire la tyrolienne dans la gueule de Godzilla au Japon. C'est une attraction qui existe. Et une petite vidéo après, post-coït tyrolienne, où il avait l'air très, très satisfait de son expérience. Donc, il a survécu, je vous rassure. Donc, il va être de retour au show, bien sûr, pour le spécial de Noël, mais aussi à son retour au pays. Donc, bonne continuation de voyage, mon cher Laurent. Bonne continuation de voyage. Ben ouais. Sinon, messieurs, j'ai aussi un autre message d'un auditeur qui s'appelle Martin. Il nous laisse un message au moins une fois par mois. Cliff, avant de le faire jouer, tu vas comprendre pourquoi je te pose la question. Es-tu un amateur de ce que Skybound fait depuis qu'ils ont acquéri les droits de Transformers, G.I. Joe et t'as-tu lu ça? T'as-tu lu quelques séries de ce qu'il appelle le Energon Universe? C'est sur ma liste. Oh. Non, j'ai acheté... j'avais mis de côté... c'est quoi la série qui est venue avant ça? C'est que... Transformers, Void Rivals. Void Rivals. Mais je l'ai pas lu. Je suis poche. Je m'excuse. T'es pas un bon geek. Non, je suis pas un bon geek, mais je sais que tout ce que j'entends parler de cette série-là, c'est que c'est excellent. De Void Rivals, Transformers, et que pas Duke, mais G.I. Joe, c'est sorti cette semaine, je pense. Exactement, le premier numéro est sorti jeudi dernier. J'ai commencé le numéro avant le show. Oh, moi je l'ai mais il a fallu que je l'arrête dans le milieu. Oh, cool. J'en parlais tantôt, ça fait partie de mes nouvelles, mais je n'irai pas dans les spoilers parce que le numéro vient juste de sortir, mais je peux juste déjà vous dire que moi qui avais beaucoup aimé Duke puis Cobra Commander, les deux avaient été écrits par William Joachim, j'ai oublié le nom, je l'ai noté ici. Joshua Williamson, merci. C'est aussi excellent, c'est lui qui l'a écrit, puis c'est la continuité de ce qu'on a déjà lu et parlé à l'émission, allez voir dans nos archives Duke, Cobra Commander, puis on a même parlé de Transformers, puis on a même parlé de Void Rivals. C'est malade. Et donc, le numéro de G.I. Joe est sorti la semaine dernière, le premier. On va attendre un petit bout pour le trade. Et Martin, dont je reviens à Martin, notre auditeur, nous a laissé son appréciation en message vocal. Salut les LME, c'est Martin. Skybound. Qu'est-ce que tu me fais? Tout ça, ça a commencé à cause de Gab sur le Discord qui me suggère essaye ça, Void Rivals sont en train de faire quelque chose avec G.I. Joe puis Transformer. Et voilà, je suis accroché depuis ce moment-là. Là, cette semaine, numéro 1 de G.I. Joe qui est sorti. Cool qu'il ait fait un numéro plus long. Ça reste introduction. C'est bien fait. Ça continue dans l'univers qu'ils ont commencé à créer. Et là, si vous ne connaissiez pas le ton, la fin vous donne tout ce qui va suivre par la suite. Mm-hmm. J'ai hâte. Je continue de lire ça. Ceux qui ne sont pas accrochés encore, faites-les pas. Vous allez juste mettre de l'argent là-dedans. Ceux qui sont là-dedans, trop tard. Ben, déjà, vous allez pouvoir en parler avec moi après. Moi, c'est comme ça. Skybound prend tout mon argent. Prends tout ton argent. Merci, Martin. Martin, je sais pas où tu mets ton argent parce que Martin, on rappelle qu'il y a comme une armée d'enfants et de demi-enfants ou les enfants de sa blonde. Fait qu'ils sont vraiment une trollée chez lui, là. Fait que j'espère que tu es capable quand même de payer les bills, Martin, mais je suis de ton avis. J'ai rajouté ça, moi, à mon pull list, comme on dit, dans ma liste d'achats. Tu peux le lire à les enfants, tu peux passer aux enfants. Tu peux pas passer ça aux enfants. C'est vraiment une série, un peu à l'image de X-Men 97, ils ont fait une série, ils ont fait un univers pour nous autres, avec nos vieux jouets. C'est pas une série de G.I. Joe pour les kids, surtout pas par rapport à ce que Martin fait référence là, dans sa review, le rapide. Il y a des éléments qui te montrent que c'est pas pour les kids. C'est vraiment nos G.I. Joe avec nous autres,
vieux monsieur qui tripe sur des vieux. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Merci Martin. Si comme Martin et Laurent voulaient nous laisser un message vocal, le lien pour nous laisser un message est dans le descriptif de l'épisode. C'est speakpipe.com/mystérieux. C'est aussi simple que ça. Puis on va continuer avec notre ami Simon qui... Tu sens-tu rouillé, Simon? Ça fait un petit bout que t'as fait... Oui, je suis rouillé, je suis dans un drôle de mood, Ouais. mais ça va. Ça va bien aller. On commence avec ça. Ouais. Et voilà. Puis Cliff, n'hésite pas d'intervenir si tu veux, corriger Simon ou moi. C'est toi l'expert. C'est toi qui... Sur quoi? Sur tout ce que les conneries qu'on dit pendant Ok. l'émission. Hésite pas du tout. Parce Ok, qu'on en dit des conneries. Skybound. Skybound. Bound. J'ai dit band. T'as dit bound. Bon, Mais c'est band correct. comme dans le sens d'attacher. Bound comme attaché ou Beau. bound. Skybound comme je me dirige vers le ciel. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que t'es Ouais. là. Band? Band? Bound. 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 Ok, merci. Skybound. Pound! Imagine que le U, c'est un W. B-A-N-D? Imagine que le PWD. B-O-W. Imagine que c'est un W, Ok. pas un U. Je vais sûrement Bound. l'oublier dès la semaine prochaine. C'est le genre d'affaire que mon cerveau ne retient pas. Skybound, bound, bound. Bound. Comme ça, Ok. ça t'aide. Ça va peut-être m'aider, ça. Je pensais à toi à chaque fois que j'en parlais. Ça, c'est clair. Vas-y donc, mon Simon. Oui, je vais vous faire un petit compte-rendu. Je suis allé sur le terrain en fin de semaine. Sur le terrain, comme dans le temps. Je suis allé faire un tour au Toy-Con de Montréal. Oh. Qui... en fait, c'est la première fois que je me rends compte que ça existe. Parce que, évidemment, vu que je suis en train de dépenser mon argent sur des figurines puis que je devrais pas, Ouais. j'ai vu les nouvelles que, hey, il y a ça qui s'en vient à Montréal. Ouais. Puis là, c'était dans un hôtel, le Country Yard, en face de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. C'est plus à Ville-Saint-Laurent? C'est... Oui, c'était à Ville-Saint-Laurent, mais comme OK. il y a l'aéroport l'autre bord, fait que j'imagine Ok. le boulevard et la séparation OK. pour Dorval. Là, Comment je sais ça pas pour trop. aller là? Je veux dire, je suis niaiseux, mais j'ai jamais pris l'avion. Fait qu'il faut-tu que ça se prend sans métro ou quoi? Ça se fait en voiture quand t'as voiture? un ami qui a une voiture. Ah, je suis allé... Ça se prend la 121. Non, Mais c'est ça. je suis allé pour les auditeurs de très longue date. Je suis allé avec un ancien collègue, Bruno Brassard, Ah oui, ben oui. de l'époque choc.lol. Point Il hasard. était avec nous autres pendant un bout. On est allé faire un tour. Puis c'est vraiment... tu sais, c'est des kiosques de figurines. Puis il y avait comme 2 salles dans le lobby. C'était bien. Tu sais, on fait le tour quand même assez rapidement. Il n'y a pas... tu sais, il y a du monde, mais évidemment, c'est pas Comic-Con level. Là. Non, c'est les gens qui sont là pour acheter puis C'est ça. trouver qu'est-ce qui manque. Là. C'est ça, puis je pense que j'étais parti avec une idée de je vais acheter plein d'affaires, là, il va y avoir plein d'affaires que je vais. Hein. Puis je me suis retenu là, vraiment beaucoup. J'ai acheté juste 2 figurines quand même, mais disons que j'ai payé plus cher que ce que je pensais payer pour 2 figurines. Fait que je suis allé pour la qualité plutôt que la quantité. Qu'est-ce que tu recherchais? Quand t'es rentré, t'allais chercher quoi? Des figurines des X-Men? Ben ouais, je voulais du Marvel Legend de X-Men, des figurines qui me manquent, mais je voulais aussi voir s'il y avait du vieux stock, comme du vieux Batman Animated. Je voulais voir aussi s'il y avait des figurines de Super 7. Puis il n'y en avait pas beaucoup là. Super 7? C'est quoi Super 7? C'est une compagnie de Californie qui font des reproductions un petit peu plus haute qualité. Haute gamme, avec un un peu ce que Hot Toys peut faire. Là. Mais en même temps, ça a comme un look rétro. Là. OK. Ouais, c'est ça. Il y a toutes les... justement, on parlait de G.I. Joe. Ils en ont fait de G.I. Joe parce que moi, celui que je recherche, c'est celui de Commandant Cobra qui a vraiment le look du vieux... pas du cartoon, mais aussi de la vieille figurine. Mais elle est comme plus grande avec beaucoup d'accessoires. Mais aussi, ils font ils appellent ça des reaction figures. Donc, c'est les petites que tu peux laisser dans l'emballage si tu veux. J'ai acheté des Simpsons Treehouse of Horrors il y a quelques semaines. Fait que là, je me suis dit, je vais aller voir s'il y a ce stock-là. Mais c'était surtout du
du Hasbro puis du McFarlane. Ce qui est correct. Là. Plus de nouveautés. Ouais, plus de nouveaux, ou des trucs qui datent de quelques années, mais pas trop. Fait que, tu sais, pour le vieux stock, il fallait comme fouiller dans des bins, puis il y avait comme du monde, j'étais comme pas trop... je comprends. pas trop dedans, là. Puis il y avait il y avait une section qui avait énormément de Funko Pop, évidemment. Mais je suis ressorti de là avec une figurine que je recherche depuis longtemps, qui est Wolverine Larroquiné. X-23. Oui, X-23, mais avec maintenant qu'elle est la Wolverine. Il est vraiment cool, ce costume-là, il est beau, elle est belle. Je m'excuse, mais Logan, mais elle c'est mieux sur elle. Oui, c'est beaucoup mieux sur elle, je pense, que sur Logan. Ouais. Puis, j'ai trouvé la nouvelle figurine du Kingpin, qui a un look rétro, mais c'est parce que je la veux pour prendre le corps. OK. Et quand que, c'est très geek là, ce que je vais dire, mais quand que le reissue de la figurine de Professor X va sortir, elle vient avec la tête du Shadow King. Oh. Et là, je vais pouvoir la mettre sur le corps du Kingpin parce qu'il s'habille un peu pareil. OK. Voilà. Et voilà, t'avais un plan derrière. J'avais un plan, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai pas... je me suis quand même retenu, là, ça m'a coûté cher. Veux-tu partager combien ça t'a coûté? Ou, Ben, le Kingpin était 45, ce qui est moins pire que... mettons, ils le vendent à 65 d'habitude. Okay. Fait que j'ai économisé là, mais pour Wolverine, ça m'a coûté 70$. Ah ouais, mais pas super vieille, cette figurine-là, pourtant. Non, elle date d'il y a peut-être 4 ans, là, à peu près. Ouais. Mais c'est certains items là, ça devient un item de collection vite parce que Hasbro, ils impriment pas, surtout les Legends, ils en font pas autant qu'ils en faisaient avant. OK. Ils veulent pas que les gens restent. Fait qu'ils créent avec une certaine demande. Ouais. Je vois le genre. Ben, il y en a certains qui vont toujours rester sur les pegs, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, c'était quand même intéressant. Puis, l'affaire, c'est que ça coûtait rien rentrer. Ça, c'est cool. Okay. Fait que... Puis il y avait de l'eau fournie. Oui. Non, mais regarde. Ouais, quand même. Fait que c'est un lobby d'hôtel là aussi. À un moment donné, on a croisé comme les employés d'une ligne aérienne asiatique. Là. C'était comme drôle. Là, tu sors de là, puis là, tu vois du monde en habit, puis des hôtesses de l'air. Puis où c'est que je suis? Mais non, c'est ça. Combien de temps faire le tour à peu près? Ça prend 1 heure peut-être si tu marches tranquillement. Là. C'est pas énorme, mais je l'ai fait. En fait, j'ai fait le tour 2 fois. Tu fais un tour une fois pour te dire peut-être ça. Puis là, après, tu repasses, puis il y a tout le temps du monde en avant de la place que tu vas aller. Fait que là, tu repasses, puis tu repasses. Mais voilà, c'était ça. C'est mon compte rendu. J'ai pas grand-chose à dire. Tu peux peut-être vérifier auprès de, je sais pas, Cliff, tu disais avant l'émission que tu te débarrassais de certains de tes possessions. Tu peux faire un petit peu de place. Est-ce que tu te débarrasses de figurines des X-Men? Les X-Men, ça fait longtemps que beaucoup, ceux-là que je voulais me débarrasser sont débarrassés. Ça se peut que j'en ai encore, je sais pas. J'ai beaucoup de Transformers. Parce qu'il va y avoir le Comic-Con des fêtes, le 7 et 8 décembre. Yes. Oui, je travaille dessus pendant la journée, mais cette fin de semaine-là, j'ai un kiosque. Tu as un kiosque pour vendre tes affaires? J'ai un kiosque pour vendre mes affaires. Fait que je prépare ça. J'ai beaucoup de Transformers. Même les figurines pop que j'ai, c'est des Transformers qui se transforment pas. Je garde juste mes Optimus Prime puis mes Megatron, mais le reste, c'est déjà quand même pas mal. Ou ceux-là que j'ai en double. As-tu les originaux des années 80 ou c'est tout Oui, ça, c'est dans mon bureau. Ça coûte tellement cher maintenant. Ça, je les vends pas. Mais même, je veux dire, les Transformers actuels, il y a certaines collections, puis il y a les high-end collections, comme les collections de luxe, c'est facilement des 400$ pour des figurines assez détaillées, mais quand même. Oui, j'ai 2 pièces précieuses même c'est drôle parce que c'était pendant la 20e anniversaire qu'ils ont sorti l'Optimus Prime de 12 pouces en métal qui était super beau. Il se transforme, il trouve son chest avec le Matrix of Leadership. Puis j'ai aussi le Megatron que t'as pas le droit de le vendre au Canada puis aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il se transforme en fusil? Il se transforme en fusil, mais le fusil, c'est comme, je me sens comme un gamin parce que c'est trop gros pour ta main. Là. OK. Fait que tu le transformes, mais tu sais, il est plus beau
que l'original des années 80, là. Mais il y en a les plus récents, parce que c'est quand même 20 ans plus tard, qui ont sorti depuis, qui sont encore plus beaux que ce que j'ai, mais je les aime beaucoup parce que c'est les premiers qui ont fait de cette grandeur-là, puis pour célébrer une anniversaire. Mais là, toi qui est si fan de Transformers, il faut que tu lises la série de Skybound. Oui. Bond. Skybound. Bound. Je pense que tu vas trouver ton compte. La deuxième volume, il vient de sortir. Il faut que j'aille le chercher. Oui, je vais le laisser. Gars, j'étais 1 an et je suis 14 mois en retard pour mes X-Men. Fait que, tu penses que tu vas prendre le... Je me rattrape. Là. Avant, j'étais comme 20 mois en retard. Là, je me rattrape. Simon vient de se taper genre 30 ans d'univers. Tu savais qu'il repassait à travers toute l'historique des X-Men? Oui, mais c'est plus facile les premières... T'es rendu où, là, Simon? Là, je suis rendu 99 à peu près. OK. Puis il y a vraiment trop de titres. Là. C'est ça. J'avance pas. Puis aussi, j'ai passé un bout à lire juste Mutant X parce que c'était un peu à part. Oui. Puis au début, j'aimais ça. Puis j'en ai parlé au show. Puis vers la fin, là, hey, tabarnak, il y a quelqu'un qui a pris de la coke là-dedans. Là, ça avait comme plus de bon sens ce qui se passait. Il y avait des bonnes séries, mais c'est ça. C'est quand que ça commence, mi-années 90, puis qu'il y a beaucoup de séries, ça devient un petit peu... C'est parce qu'il y a trop de titres. Ouais. Il y a des mini-séries. Là, il faudrait que je lise, mais Maverick au complet. Il y a beaucoup de séries que je me rappelle même plus. Ouais, Deadpool, écoute... C'est un oddity, mais quand c'est sorti... Moi, je l'aime comme un personnage invité dans ta bande dessinée. Comme qui a fait plus tard, tu vas voir, dans le début des années 2000, il y a Wolverine Origins, que c'est comme après... ça, j'ai lu ça dans le temps. Ouais. Mais c'est pas la mini-série, mais il y a une série après... celle de Daniel Way, je pense. Oui, celle de Daniel Way. Puis celle-là est excellente. J'aime beaucoup celle-là avec Deadpool qui essaie d'assassiner... Wolverine, c'était... Il y avait aussi Deadpool dans la série. Je pense que c'était le Reminder de X-Force qui était pas pire aussi. Il y a eu comme 2 moutures, puis c'était un personnage qui était un peu plus loufoque, mais il était plus toned down dans cette série-là. OK. C'est quand il essaie de prévenir le retour d'Apocalypse. OK, oui. Puis t'as comme Angel, puis il y a Dark Angel. Il y a les deux facettes, là, puis son corps va se transformer en fonction de sa personnalité, là. C'est-tu X-Force? C'est X-Force. Uncanny X-Force. Je pense qu'il y a eu Uncanny X-Force, mais avant, il y a une série qui s'appelait juste X-Force. OK. Puis une est la continuité de l'autre. Je pense que c'est Reminder qui l'avait écrit. Reminder, oui. Puis j'ai adoré. C'est super bon. Surtout quand la première série, que c'est un Assassination Squad. Oui, là. exactement. C'était un tu sais, c'est quand Scott Summers a commencé à devenir un peu fucked up, là. Puis caler des assassinations. J'espère qu'on s'en va dans cette direction dans les qu'est-ce qu'on va parler, ouais, c'est ça. Ben Simon, t'as continué toi de lire, je pense, ce qui est publié là, ou tu as pris un break? Oui, je continue là, je suis pas mal à jour. From the Ashes. Ouais, From the Ashes. Ça, non, je suis pas là encore. Ben t'es 14 mois. 14 mois en retard. J'essaie de lire tous les titres là, c'est beaucoup là, mais tu sais des fois comme je lis Excalibur puis je dis I'm so bored. Puis là, je passe à autre chose. Parce que tu sais c'est pas que c'est pas bien écrit ou quoi que ce soit. Non, mais c'est certains genres dans les X-Men que j'aime pas, comme quand ils rentrent dans le monde magique de ce qui existe dans Excalibur. Le Otherworld. Le Otherworld. Ouais, c'est pas mon genre, c'est tout. C'est pas ton truc à toi. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment. C'est très D&D. Puis très... comment dire, chevalier et conte. Conte fantastique. Tu sais, faut que t'aimes ça. Mais... Est-ce que Alpha Flight, c'était où? Non, vas-y. Est-ce que Alpha Flight faisait partie de ta lecture du passé? Non, en fait, j'ai lu quand il y avait des crossovers ou quand il y avait des mini-séries, mais non. Puis là, je regrette un peu. Les 25 premiers numéros, là, c'est ça, hein? C'est top-notch. Ça a l'air très bon. Oui. Mais après ça prend combien de temps de lire un trade à peu près, Cliff, en moyenne? Je sais qu'il y a des qui sont plus je ne sais même pas parce que je me fais... Tu fais des listes. Non, mais je commence à lire, puis Cliff! Je peux pas continuer à lire. T'es en single maintenant encore ou t'es... J'achète des singles, puis après ça, je prends le code digital, puis je le mets dans une machine. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais, il y a le code digital là, qui vient avec, c'est à cause que... Là, tu peux le mettre dans le Marvel Limited. Parce que comme ça, je touche pas à ma BD serrée, puis je suis pas obligé de l'avoir dans ma... Wow. Si je la porte au bureau ou dans un avion, je peux avoir... Mais attends, quand t'as eu tes gros dégâts d'eau il y a quelques années de ça, est-ce que t'as perdu tes comic books? C'est ça qui est
fascinant, Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu était ton bord? C'est dans cette salle-là où il y avait tous mes jouets, toutes mes bandes dessinées. Il y avait juste... C'était les 2 bandes dessinées les plus chères, là, mais... mais qui étaient sur mon mur à cause de l'eau. Dans cette pièce-là, il y avait juste comme une craque d'eau qui est passée. OK. Ça a touché le plancher où il n'y avait rien. Ouais. OK, mais juste le mur où il y avait les 2 bandes dessinées. Puis les 1000 ou je sais 1200 BD qu'il y avait là. Qui sont corrects. Ouais, mais ceux qui valaient plus cher, est-ce que tu les as perdus? Oui, je les ai perdus, mais les assurances. Ah, bon. Ouais. Ah oui, ils couvrent les comics? Oui, ben c'est pour ça que j'avais une bonne assurance. Ben oui, parce qu'habituellement, s'ils veulent pas s'entrer là-dedans. Non, nous, notre assurance, c'était en conséquence de ça. Ah, wow. OK. Ouais. Tu veux-tu le plugger pour les gens à la maison qui cherchent une assurance pour leur BD? Desjardins. Desjardins. Bon, Ouais. ben merci. C'est les seuls qui ont voulu m'assurer. Moi ici, personne ne voulait m'assurer parce que je suis à côté d'un restaurant. Ouais, la communication est bonne et tout, mais c'est sûr que maintenant, avec tous les dégâts d'eau et tout ça, les choses changent. Là. Oui. Il y a des zones qui seront plus assurables. Oui, il y a des sous-sols qui seront plus assurables ou moins assurables. Tout ça. Je sais pas si on a parlé à l'émission. Tu te souviens, Simon, la période où notre ami Jake Dion, qui participe à l'émission, pour les gens qui ça fait longtemps qu'ils l'ont pas entendu, vivait dans un sous-sol dans le centre-ville, qui lui-même avait baptisé ouvertement le sous-sol de la dépression. Tu sais, quand il y a eu l'espèce de massive fuite d'eau, puis pour les gens qui ne le savent pas de l'Europe, il y a eu une grosse fuite d'eau à Montréal. Il y a un aqueduc qui a pété, là, puis c'était genre 20 mètres de haut. Là, c'était complètement ridicule. Ce sous-sol-là a été complètement inondé. J'ai vu des photos parce que ça passait dans les médias. C'est genre à poitrine, là, au niveau de l'eau. Imagine si Jake avait encore vécu là. De loin, toutes ses BD, il aurait été perdu. Puis même lui, il m'a dit, ben c'est dans le temps que je faisais de l'apnée, je serais mort. Je serais pas réveillé, je serais mort. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, c'est pas drôle, mais c'est la vision de Jake, là. Ben, c'était le matin, fait que peut-être qu'il était pas encore couché. Ah, il y a des chances, c'est vrai, t'as raison. Il aurait peut-être vu ça arriver avec son café, là. Mais écoute, il est plus là, de toute façon. On va passer aux choses, Simon. On a fini pour toi. Excellent. On va continuer avec moi. J'ai une petite annonce, puis en fait, c'est aussi pour toi, Simon. Puis si vous êtes déjà au courant, ben tant mieux. Mais Simon et moi, on apprécie particulièrement notre cher animateur de fin de soirée, ou plutôt ex-animateur de fin de soirée, Conan O'Brien, qui est maintenant l'animateur d'un, ma foi, un excellent podcast et d'un mini-empire qui est à son image depuis qu'il a quitté le late night, donc la game de l'animation de fin de soirée. Ben, il s'est lancé dans le podcast, puis il y a une nouvelle émission qui s'appelle Conan O'Brien Must Go, qui est disponible sur Crave au Canada, donc une émission de voyage comme il y avait dans le temps avec Netflix, qui était disponible sur Netflix. Ben, même s'il n'est plus dans la game du Late Night, Conan va être l'animateur de la prochaine édition des Oscars, la 97e édition des Oscars, qui aura lieu le 2 mars 2025. Il va remplacer Jimmy Kimmel, qui a animé les 2 dernières éditions. Enfin. Oui, toi, tu l'aimais moins, hein? Ben, je veux dire, si j'ai le choix entre Conan et Jimmy, là... Puis c'était pour vrai, ce que je trouve nice là-dedans, c'est que Conan n'est plus dans la game. Mais il continue à faire des affaires, puis il semble être un gars qui est apprécié non seulement du public, mais aussi de l'industrie. Puis il avait déjà animé des éditions des Emmy en 2002, puis en 2006, puis il avait animé les MTV Awards même. Là, c'était le temps qu'il y ait les Oscars. Ouais. Il fallait y donner. Ouais. C'est un beau move. Bravo aux Oscars. Tu sais, même quand il est invité, il vole le show souvent. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, je pense que c'est les Emmys d'il y a 2 ans, là, où il faisait des blagues. Il faisait des blagues directement de la foule. Puis, comme... Puis pas le gars qui vole le spotlight. C'est juste chaotique, le fun. Puis je pense qu'il n'est pas monté aussi sur scène à un moment donné quand il était pas Oui, quand Stephen Colbert a gagné. Non, ou c'était Stephen Colbert a gagné. C'est ça. Puis là, il est monté avec eux autres. Ouais. Puis d'ailleurs, pour les gens qui sont amateurs de son stock, une de ses séries, disons, les plus populaires ou qui a marqué les médias sociaux, c'est bien Clueless Gamer, parce que Conan n'est pas un gamer. Et il joue avec un des gars qui est avec lui depuis des années, c'est un des gars qui produit ses affaires. Ça s'appelle Clueless Gamer, encore une fois. Et là, il y a un nouvel épisode qui s'en vient prochainement. Il travaille. C'est pas sorti, là, peut-être que là, c'est bien de sortir, mais c'est tellement drôle. Et comme Nicolas Tavois le fait remarquer également dans le chat, pour les gens qui nous écoutent live, son passage à Hot Ones, où il boit des petites bouteilles de hot sauce. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi psychotique. C'est épouvantable. C'est pousser la joke au max, puis pas grave si lui il souffre. Oui, c'est un peu ça le concept. C'est un peu ça le concept. Ouais. Fait que je suis bien content pour lui. 30 ans d'expérience d'animation avec Late Night with Conan O'Brien, Tonight Show, bien sûr, qui n'a pas duré longtemps, malheureusement, et sa série qui était sur TBS, Conan.
Je pense que c'est un cadeau, je dirais pas national, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, Dieu merci, mais international, planétaire. On l'aime bien. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Simon, de ton côté? On va continuer avec toi. Je peux vous parler de quelques films que j'ai regardés dans les dernières semaines pour essayer de me sortir de ce puits sans fond qui était Amityville. Oui, parce que pour le rappeler, tu as écouté beaucoup d'Amityville, mais pas les bons, là, ceux qui font pas partie du canon principal. Quoique le canon principal est pas bien mieux, là, mais... Non, c'était pas super, mais là, les Amityville in Space puis Amityville Karen, ça sera pour une autre fois. Ouais. Fait que là, j'essaie d'écouter d'autres choses. Puis là, je vais y aller quand même. Tu sais, j'en ai plusieurs, fait que je vais y aller rapidement sans trop rentrer dans les détails, mais j'ai écouté un film qui s'appelle Without Warning de 1994 qui récemment j'ai parlé au show de Ghostwatch. Oui. Qui était comme une espèce de faux show d'enquête paranormale. Paru à la BBC, qui avait été animé par un vrai journaliste, mais tout ça est une mise en scène, puis ça crée une espèce de panique. Il y a même des gens qui se sont... Il y a malheureusement, tristement, un enfant qui a mis fin à ses jours. Je ris, mais c'est pas drôle, là, c'est parce que c'est poussé à l'extrême. C'est intense. C'est intense, mais il croyait que c'était vrai. Ouais, mais là, Without Warning est un peu la même chose côté américain. En fait, ça commence, puis c'est comme le début d'un film de suspense, puis là, c'est marqué Without Warning. Puis là, d'un coup, c'est arrêté par un bulletin spécial. Et là, la facture est très réaliste, un bulletin spécial. Là. Puis là, ils nous disent il y a des météorites qui sont apparus à 3 places qui ont détruit comme ils ont fait des gros cratères, puis là, après, ils disent « OK, on va vous revenir plus tard. » Puis là, le film continue, ça dure 2 minutes, puis là, après, ils reviennent, puis là, c'est le reste du film, c'est le bulletin spécial. Finalement, c'est ça, c'est une espèce d'invasion extraterrestre, mais présenté comme si tu écoutais les nouvelles. C'est avec, entre autres, Jane Kaczmarek, qui était la mère dans Malcolm in the Middle, et John Delancey, qui jouait Q dans Next Gen. Ben oui, un Canadien. Qui joue un journaliste sur le terrain. C'était pas incroyable, c'était pas aussi bon que Ghostwatch, mais le concept était assez intéressant pour que ça soit quand même... Quelle année à peu près, Ghostwatch? 94. C'est ça, un peu dans les années de Ghostwatch. Il me semble que Ghostwatch, c'est dans les années 90. Je pense que c'est 91, quelque chose du genre. Fait que, puis ça se trouve sur YouTube facilement. Vous pouvez même écouter la diffusion originale avec les pubs qui passaient. J'aime ça, moi. C'est tout le temps une bonne expérience. C'est comme écouter le Christmas Special de Star Wars avec les pubs de l'époque. Ouais. Un autre TV movie, celui-là était recherché depuis très longtemps, semblerait. Ça s'appelle Playing with Fire. Que j'ai écouté. C'est un téléfilm de 1985 où Gary Coleman joue le rôle d'un pyromane adolescent et qui met le feu à plein d'affaires, là. Oui. Parce que ses parents sont chicanés, puis là, il l'abandonne un peu, puis là, lui, il a besoin d'attention. Voilà. Mais ce qui était fascinant avec ce film-là, c'est que pendant longtemps, c'était un genre de film perdu, et que personne... Les gens savaient que ça existait, mais personne ne pouvait avoir accès à ce film-là. Et là, récemment, dans les derniers mois, il y a quelqu'un sur un forum, dans un groupe Facebook de collectionneurs de VHS qui a dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui a ce film-là par hasard? » Puis là, il y a un d'autre qui a « Moi, je l'ai. » Puis là, il l'a uploadé sur archive.org avant que ça soit hacké. Puis là, il y a quelqu'un qui... En fait... ça a été hacké, excuse-moi, ça a été piraté, Archive? Ouais, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Je n'ai pas trop de détails, là. Mais c'est ça, c'est que là, moi, il y a un podcast que j'écoute qui parle beaucoup de films poches que j'adore, qui s'appelle Movie Melts. Et le gars qui anime Movie Melts a downloadé le film les parties du film parce qu'il était comme séparé, l'a remonté et a fait un traitement pour qu'il soit plus visuellement intéressant avec, tu sais,
il a comme, comment qu'on pourrait dire ça, upscalé. Ouais, il y a de l'IA qui peut être utilisée pour upscaler. Pendant un bout, il y avait une version de Dogma disponible sur YouTube, upscalée en 4K, puis pour vrai, c'était assez bluffant, la qualité. Okay. Là, ça a été retiré parce que Dogma a été racheté, mais pendant longtemps, c'était Weinstein qui avait ça, et donc, de prison, il pouvait pas faire grand-chose, là. Tant mieux. C'était disponible sur YouTube, mais c'était upscalé. Ben, c'est ça, là, ce film-là, Playing with Fire, est aussi maintenant disponible sur YouTube avec des pubs de l'époque. Il y a aussi, dans le film, il y a Yaphet Kotto qui joue un pompier qui enquête sur les feux que le kid, Gary Coleman, a parti. Gary Coleman qui a 14 ans, ou non, il a 15 ans, mais là, il joue de quelqu'un de 13 ans. Bon. Mais tu sais, Gary Coleman, il pouvait jouer un enfant pendant très longtemps. Mais là, ça tombe dans les bonnes années. Puis, ben, c'était une curiosité. C'était pas incroyable. C'était un TV movie. Là, fait que, mais c'est quand même drôle, là, voir Gary Coleman courir après son chien pour partir le feu, puis finalement, oh non, c'était une blague. En tout cas. Fait que voilà. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Airspeed. Airspeed, un mot, deux mots, ça dépend de quelle version que tu écoutes, mais je pense que c'est un mot. Ce qui m'a... En fait, c'est que j'ai passé une couple de jours à écouter des films d'avion parce que j'adore les films d'avion catastrophes. Ouais, il y en avait beaucoup dans les années 70-80. Hein? Mais là, c'est en 98 et c'est co-écrit par Roch Lafortune. Qui est un acteur québécois qui joue dans Les Boys, entre autres. Oui, je leur place. Oui, c'est ça, l'espèce de rocker. C'est lui qui aime bien la poudre blanche. Exact. Puis lui, je trouve ça fascinant parce qu'il y a vraiment une... Tu sais, il a joué dans des films qu'on connaît un peu, mais il a aussi une carrière dans le direct en vidéo canadien-anglais, je te dirais. OK. Puis comme le film The Minions où c'est Dolph Lundgren qui est un chevalier, un templier je crois, qui vient en 1999 pour arrêter un démon qui va évidemment prendre le contrôle de la planète à l'an 2000, et le démon est joué par Roch Lafortune. Puis ça me fait bien rire. Fait que là, je regardais ce film-là, un film d'avion, clairement canadien, parce que tu sais, t'as une jeune Elisha Cuthbert dedans. T'as Yvan Ponton, qui est dans le film, Roch Lafortune aussi, qui joue un pilote d'hélicoptère, non pas un hélicoptère, mais un autre avion. Puis c'est intéressant juste pour ça. Mais c'est Elisha Cuthbert qui joue l'enfant ado d'un riche qui est joué par Joe Mantegna, qui fait la voix de Fat Tony dans Les Simpsons. Puis évidemment, il y a comme la marde dans l'avion, puis là, il faut qu'elle réussisse à survivre à ça en sauvant l'équipage. Puis, en tout cas, j'étais juste curieux. Pourquoi Roch Lafortune? Qu'est-ce que c'est? Je veux y poser des questions, je veux comprendre. Roch, si tu nous écoutes, si quelqu'un le connaît, sait-on jamais? C'est déjà arrivé. Ça se peut. Sinon, j'ai écouté Angel Enforcers de 1989 et j'étais très surpris quand j'ai fini le film. J'avais pas catché au début, mais c'est réalisé par Godfrey Ho. Et ce n'est pas... Oui? Le fameux réalisateur d'origine, je crois, chinoise, qui faisait des films de cochonnerie. C'était des films de merde là, dans les années 80-90. Il faisait beaucoup de films de ninja où il filmait quelques séquences avec des gens déguisés en ninja, puis il pognait des scènes de d'autres films. Puis il rapiaçait. C'est ça, il rapiaçait pour faire une histoire. Là, c'est un film complet. Il n'y a pas de scène qui viennent d'un autre film. La seule affaire qui vient d'un autre film, c'est la soundtrack, parce qu'il utilise
le thème de Halloween de John Carpenter. Ben ça, tu vois, ça c'était aussi un de ses modus operandi. Là. Il faisait souvent ça, reprendre des pièces, puis ils accéléraient, ou des fois, ils ne changeaient même pas. Là. Ils ne changeaient pas. Puis, tu sais, des trames sonores qui coûteraient extrêmement cher, là, avec du Pink Floyd puis du Kraftwerk. Là-dedans, c'est ça. C'est la toune de Halloween qui joue pendant des poursuites, pendant des fusillades, pendant des scènes de kung-fu. C'est super reconnaissable, là. C'est iconique comme pièce musicale. Puis, mais le film, en fait, l'action était le fun. C'est un film de Hong Kong, évidemment. Puis c'est des policières, en fait, qui combattent une bande de voleurs de diamants. Puis, c'est ça. Si vous aimez le kung-fu et la trame sonore de Halloween, c'est un bon film pour vous. De mix. Ouais. Sinon, j'ai écouté Stalked by My Doctor. Avec Eric Roberts. Écoute, moi j'aimerais ça, j'ai perdu le mien. Ben, tu veux pas être stalk par lui. Okay. Parce que c'est une espèce de. C'est un TV movie, thriller. La copie que j'ai vue, que j'ai trouvée en ligne, c'est le RIP de Nouveau. Fait que vous savez que ça a passé l'après-midi à Nouveau. Ah, mon Dieu. Puis c'est ça, c'est un docteur qui s'amourage d'une patiente beaucoup trop jeune pour lui. Puis là, il la stalk. Et c'est un docteur. Ouais, et c'est Eric Roberts qui joue aucunement subtil. Il y a un moment donné, il s'infiltre dans la maison de la patiente pour se rouler dans son lit et se coucher avec toutes les oreillers qu'elle a. Puis là, juste ça m'a tellement fait rire là, de le voir là, se frotter sur les draps. C'était magnifique. Et c'est le premier d'une série de 5 films. Wow, donc, OK. Je vais continuer ça. C'était excellent. Bon. Fait que c'est pas mal ça, mon review de film que j'ai écouté. Douteux. Ben, t'es pas vraiment... La pomme est pas vraiment tombée loin de l'arbre, là. Ben, je grimpe dans le baril là, de marde, mais tranquillement. OK. Fait que Without Warning, Playing with Fire, Airspeed, Angel Enforcer et Stalked by My Doctor. Ouais, Stalked by My Doctor. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant Marvel TV. Parce que je sais pas si t'es excité, toi, Cliff, mais j'ai bien hâte de voir Daredevil Born Again. Oui. Ça fait longtemps qu'on a vu Charlie Cox dans le rôle du personnage de Daredevil. Je suis bien content que finalement Disney+, non seulement a récupéré les droits de diffusion pour les séries d'origine, mais qu'ils vont produire des nouveaux épisodes. Ça s'en vient en mars prochain, le 4 mars. On a bien hâte. Sur Disney+. Et là, récemment, le gars qui est à la tête de la division TV de Marvel TV, qui s'appelle un certain Brad Windlebaum, que je ne connaissais pas, est allé dans un podcast et on lui a demandé est-ce que tu vois un futur pour le personnage de Charlie Cox, Daredevil, et de John Burton après, qui fait Punisher, après la diffusion de Daredevil Born Again. Les deux sont bien sûr dans la série, c'est pour ça qu'on lui a posé la question. Le podcast en question, c'était Phase Hero. Et il a dit que définitivement, il a surtout comme pointé vers Punisher que quoi, je pense que la question, ou plutôt la réponse se voulait pour les deux personnages, mais définitivement qu'il y a un futur dans le MCU pour The Punisher et qu'il voit Daredevil comme quelque chose qui pourrait avoir plusieurs saisons. Il s'avance bien sûr, le reste à voir le succès et la faisabilité économique du projet. Et il a rajouté quand même assez étrangement, là, et je paraphrase ici, que l'audience n'est pas prête pour Daredevil Born Again, que c'est une des choses les plus violentes qu'ils auront mis à l'écran, mais toujours au service d'une grande tragédie. Donc c'est pas juste gratuit. Moi je soupçonne que je devine un peu c'est quoi la grande tragédie de cette série-là si on connaît les personnages, on lit les bandes dessinées. Il y a certains qui vont probablement mordre de la poussière. En parlant de personnages secondaires, on a justement les personnages de Deborah Ann Woll et Eldon Henson et Vincent D'Onofrio, bien sûr, qui seront de retour pour Foggy. Page, c'est quoi, Karen Page? Karen Page. Et bien sûr, le Kingpin le 4 mars prochain. J'ai bien hâte. Sinon, je reste un petit peu dans l'univers de Marvel parce que Marvel Comics va diffuser, ou plutôt publier au mois de décembre prochain, un numéro 1, ce qu'on appelle un one-shot, donc juste un numéro puis that's it, qui s'appelle Time Slide. Je sais pas, Cliff, si tu as vu ça passer dans les nouvelles. On a donc dévoilé un aperçu de ce qui sera Time Slide. C'est ce comic-là ce qui va nous donner un aperçu pour l'année qui s'en vient en comic book du côté de Marvel. Donc, je sais pas si c'est le cover, mais c'est un genre de teaser, un aperçu. On voit Bishop et le personnage qui est sûrement Eva Bell, une mutante qui peut comme contrôler un peu le temps.
et ils sont entourés de shards, de ce qui est le futur pour l'univers de Marvel pour les prochains mois. Puis certains même qui sont censurés, qu'on n'a pas tout dévoilé. Okay. Le comic sort bien sûr en décembre, mais ce qu'on a pu voir dans les shards, on a Dormammu, qui est le méchant principal ou l'adversaire principal de Doctor Strange. On a Old Man Luke Cage, qui est intéressant parce qu'on l'a vu récemment, on avait parlé de Avengers Twilight, Simon, puis c'était là-dedans qu'il était, il me semble. Ouais, je sais pas s'il a fait d'autres apparitions, mais on l'avait vu là-dedans. Doctor Doom en Sorcerer Supreme, intriguant. Ouais, ben ça, c'est déjà en cours. Établi. En fait. Ouais. On a Hulk avec son fameux tiara, tu sais, quand il était un gladiateur et après prince de Scar. Donc, est-ce que ça sera un retour à ce... Sakaar. Scar, c'est son fils. Son fils, qui est né sur Sakaar, par contre. C'est ça, exact. I'm Scar de Sakaar. Donc, il joue au Sakaar. Bound. Hey boy. Et on a Spider-Man qui, d'ailleurs, il vient de le revêtir pour la première fois, un costume magique offert par Dr. Doom. Donc, le numéro comme tel, qui va s'appeler Time Slide, écrit par Stephen Fox et dessiné par Ivan Fiorelli, va être disponible quelque part au mois de décembre et ça va nous donner un aperçu pour l'année qui s'en vient. Fait que ça a l'air que c'est plus focus sur... un grand focus sur Marvel et pas nécessairement juste les X-Men à cause de Non, c'est ça. Je pense que c'est juste que les deux personnages qu'on a, Bishop et Eva Bell, whatever, ils ont fait un scadadoodle, puis là, il y a quelque chose, something science, là, puis... il fallait quelque chose avec le voyage dans le temps. Exactement. Fait qu'on va chercher nos personnages qui voyagent dans le temps dans ce temps-là. L'année passée, ou en tout cas au début de l'année, c'était ça s'appelait Timeless, puis c'était avec Kang. Oui. Ça fait comme 2-3 ans qu'ils sortent des numéros. Ouais, je pense que c'est la deuxième année qu'ils font ça. C'est un petit tease. C'est intéressant. C'est pour mousser un petit peu. Toi, Simon, est-ce qu'il te restait quelque chose? Non, mais je peux vous parler de... j'ai monté la X-Mansion. Oui, c'est ça, je voulais te poser la question. J'en avais parlé à Cliff avant de rentrer en onde. Et ses sourcils m'ont prouvé qu'il est un vrai fan des X-Men. Parce qu'ils se sont levés d'excitation par procuration. De jalousie. Par proxy, oui, c'est ça. Toi, tu l'as acheté quand c'est sorti. Oui. À minuit et 1 sur le site de Lego. oui, c'est ça le truc d'ailleurs. Puis, je l'ai monté en quelques jours. C'est le fun. Il y avait quelques petits Easter eggs dans l'intérieur de la maison. Il y a évidemment le petit cadre de Jean Grey et Cyclops sur un lit. Fait que tu peux mettre ton Wolverine là si tu veux. Ouais, qui est devenu un meme sur les internets. Ouais. Il y a un jouet aussi. Il y a un jouet de ça, oui. Puis ils n'ont pas réutilisé d'ailleurs ce meme-là pour faire la promotion d'X-Men 97. Je pense sûrement. Ouais. C'est une bonne idée. Un pop. Puis, c'est ça, je l'ai fait, là. Je l'ai placé dans l'endroit que j'y avais réservé. Puis là, il est là, puis il va ramasser la poussière. Mais t'as-tu eu du fun à le construire? Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Bien sûr, quand tu la mets dans ta bibliothèque, puis tu peux la regarder, mais moi, c'est le process, le fait de la monter, tu te prends une petite bière, t'écoutes un film, tu écoutes de la musique en même temps. Il y a certains qui sont plus fastidieux que d'autres, puis que l'expérience de monter n'est pas aussi le fun. T'sais, j'ai monté celui des Office, puis j'ai pas tant trippé. J'ai aimé les clins d'œil, mais j'ai pas tant trippé à le monter. Toi, ton expérience de le monter, ça a été comment? C'est une bonne expérience, puisque j'ai aimé qu'il y avait des nouvelles pièces que j'avais jamais vues, des trucs, des morceaux, en fait, que j'avais jamais vus, des sets que j'avais déjà achetés pour créer certains objets. C'est toujours quelque chose que j'aime là-dedans, comme quand j'avais fait la Daily Bugle, l'affaire qui m'avait fait capoter, c'était genre une machine à café. T'sais. Ouais, pourquoi? De la façon que c'était monté avec les pièces, ça n'a pas l'air d'une machine à café, mais là, une fois que c'est fait, c'est comme ah oui! Et que là, il y en avait un moment donné, il y avait un petit. C'était un microscope. À côté d'un ordi qui était marqué Legacy Virus dessus. Puis là, juste ce petit bureau-là, il était le fun. Donc des clins d'œil aussi comme pour The Office. Oui, c'est ça. Il y a des clins d'œil, mais il y a la façon qu'elle est construite aussi. Tu commences à monter, puis là, tu dis je pense que ça va être le Danger Room. Puis là, oui, c'est ça. Puis là, tu mets des espèces de
de ciron après le mur pour te dire ah, OK, c'est ça. Il y a des rayons laser qui tirent, tout ça. C'est bien le fun. La seule affaire que je pense que c'est la première fois que je vois ça, il y en avait un peu avec le Daily Bugle, mais ils te mettent dans le plan que tu as, ils te mettent vraiment l'endroit où il faut que tu mettes les figurines. Ah, OK. Comme une suggestion ou absolument il faut que ce soit là? Ben, c'est pas absolument, mais de la façon que c'est monté, parce que tu as un bout du décor que tu as un mur qui explose. Ouais. Tu as une autre place où tu as des objets qui flottent, entre guillemets. Fait que là, ils te mettent Jean Grey à côté, puis Iceman pas loin, parce qu'il y a de l'eau. Puis là, de la façon qu'ils te placent le Sentinelle, faut que tu aies des trucs pour tenir les figurines dans les airs, comme Cyclops, il est pogné après le Sentinelle. Okay. Mais c'est ça, c'est que c'est le fun pour ça, si tu le veux de même. Mm-hmm. Mais je pense que tu peux aussi ne pas suivre ces étapes-là à la fin et les placer comme tu veux. Là, tu sais. J'ai gros plaisir à monter ça. Moi, je suis bien intrigué. Je voulais initialement l'acheter, puis j'ai vu une critique sur Internet, puis ça m'a un petit peu refroidi. Simon, surtout aussi, tu as acheté la maison de Home Alone, qui est comme une bonne pièce. On l'avait acheté en pleine pandémie. On n'arrêtait pas de recharger le site comme des maudits fous. Je pense qu'on voulait comme peut-être penser à autre chose. Combler un trou avec cette affaire-là, puis elle est quand même assez grande. Je trouve qu'elle semble très étroite. C'est la critique que j'ai vue sur Internet, la X-Mansion, puis ça m'a un peu déçu. Ça semble être, je veux pas m'avancer, là, je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est une restriction par rapport au coût du pétrole, donc le plastique, on a voulu le réduire? C'est une question de design, c'est une affaire de choix, c'est un mélange de tout ça. Mais elle semble plus petite en termes de pièces que la maison des Simpsons et de Home Alone. Parce que celle des Simpsons était aussi quand même large. C'était un peu une déception, non? Je le sens, toi, tu l'as eu dans tes mains, fait que je sais pas, j'ai pas encore monté. Ben, je pense que même avant de l'avoir eu, quand j'ai vu la boîte, j'ai fait comme ah, OK, c'est correct. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense que je m'attendais à plus gros avec peut-être un sous-sol pour toutes les pièces cachées qu'il peut avoir. Pour mettre ton avion. L'avion, c'est ça. Là, c'est comme le Danger Room prend 2 étages dans un petit coin, puis c'est comme tu peux pas vraiment jouer à l'intérieur. C'est très concentré. Là, ouais, c'est des petites pièces. Ouais, contrairement à celle de Home Alone, oui, c'est bien sûr, on t'a pas le choix de te concentrer un peu, mais il me semble qu'elle respirait plus. Ça serait peut-être ça ta petite déception. Ouais. Puis que, tu sais, en arrière, c'est pas ouvert comme d'autres Lego. Fait que, tu peux pas vraiment jouer. Faut vraiment que tu défasses les morceaux pour mettre, mettons, un bonhomme dedans, mais tu le verras pas si tu mets pas de lumière. Là, ouais. Parce que ça, c'est un autre niveau. Là, maintenant, les gens qui mettent des lumières dans leur Lego, c'est un autre niveau de folie. Puis je dis de façon très, très polie, là, c'est juste que c'est... Ouais, moi, je vois. Moi, il faut que déjà acheter un Lego, là, pour moi, c'est comme... C'est le pic, là. Si j'achète autre chose, j'ai plus de REER, là. J'ai plus de vie, là. C'est ça qui arrive. D'ailleurs, Cliff, j'ai une question importante pour toi parce que j'ai pas encore fait mon choix puis ça fait des semaines que je me pose la question. Donc, je veux m'acheter, en tant que vieux monsieur qui a pas d'enfant, un Lego, quand même assez dispendieux, et je reconnais que le fait que je puisse me l'acheter, je suis très privilégié. Avengers Star Wars ou la tour de Lord of the Rings en Lego. Est-ce que tu les as vus passer? Parce que c'est 2 gros sets. OK, c'est le Avengers Tower. Ou je me rappelle pas vu celle de Lord of the Rings. Je t'ai montré tantôt en pause. Moi, je suis plus un fan de Lord of the Rings en tant que monde. Oui, en tant que monde. La franchise, tu veux dire? Oui. Je vais t'en montrer à la pause parce que j'ai pas fait mon choix encore. Si j'avais mais je l'ai jamais vu. Ok, je vais t'en montrer tantôt à la pause. Mais tu sais, c'est comme Avengers Tower, je l'ai déjà vu puis ça m'a jamais impressionné. C'est parce que c'est comme iconique pour moi cette tour-là. Il y a de quoi dans... Ouais, c'est ça, mais c'est pas X-Mansion. Non, c'est pas la X-Mansion. Et toi, ça serait X-Mansion avant. Moi, ça serait X-Mansion. Après la tour probablement de Lord of the Rings. Puis ensuite Avengers Tower. Je vais t'en montrer tantôt. J'ai pas fait mon choix, mais j'ai un ami en fin de semaine qui m'a offert de potentiellement aller au Lego Store et de l'acheter, parce que quand tu l'achètes, ça se fait bien, là, il y a livre, mais ça se peut que je sois pas ici quand ça arrive, puis là, j'ai pas envie de me retrouver dans un quartier industriel à l'autre bout du monde, là. Fait que tant qu'à ça, je considère aller la chercher, donc faire ce choix. À Laval, c'est ça? Ouais, à Laval. J'aimerais tellement ça qu'il y en a à Montréal.
Ouais. J'aime ça. En tout cas, maudit. C'est la seule raison que C'est une bonne j'irais raison habiter à pour aller Laval. La seule raison de l'habiter à Laval. Ouais. C'est ça. Mais non, c'est une joke. Fait que c'est ça. Merci, Cliff. On va juste te montrer ça tantôt. On va se prendre une petite pause. Juste avant, je veux parler de mon appréciation du numéro 1 de G.I. Joe, la série en continu, dont le premier numéro a été publié, qui est plutôt disponible depuis mercredi dernier. Je vais rentrer dans les mêmes lignes que Martin, qui nous a laissé un message vocal tantôt. J'ai full aimé ça. C'est bien sûr une introduction, une continuation de ce qu'on a déjà vu, super bien illustré par je cherche le nom, merde, je ne l'ai pas noté, par Tom Riley, qui avait dessiné Duke également. J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les dialogues, puis le découpage de Joshua Williamson. Et ça augure bien. J'avais trouvé ça bizarre initialement qu'on avait annoncé toutes ces séries puis juste des mini-séries pour G.I. Joe. Mais c'est sûr qu'ils attendaient pour nous sortir la série en continu qu'on va avoir. Puis déjà là, ça s'entrecoupe encore un petit peu avec ce qui se passe dans le Skybound Ouais. Universe. Tu vois, je le retiendrai pas. Skibound. Ben, il l'appelle le Energon Universe. Oui, il l'appelle le Energon Universe, exact, oui. Donc, je trouve que j'aurais pas le choix de l'acheter, là, le trade, pour pouvoir suivre en continu ce qui se passe. Puis c'est pas interrelié au point où est-ce que ça en est vraiment gossant, puis t'as besoin absolument de lire toutes les séries, mais quoi que t'as plus une image complète quand tu te le permets. Puis aussi, tout le monde dit que tout est bon, fait que... À date, pour vrai, oui. J'ai pas lu Destro puis Scarlett, mais... J'ai entendu que tous ces titres-là dépassent toutes les DC puis les Marvel dans le top 10. À l'exception de Absolute Batman numéro 2 qui est sorti la semaine passée, série de Scott Snyder qui revient dans le Absolute Universe, ou qui revient plutôt dans le Absolute Universe. Celle-là, je m'attendais à une vente peut-être serrée, mais Batman numéro 2 a battu G.I. Joe. Mais sinon, tout de suite en dessous en single, on a G.I. Joe qui a remporté le titre. C'est vraiment bon, pour vrai. Puis, encore une fois, ce n'est pas fait pour les enfants. C'est pas un cartoon comme le cartoon des années 80-90. C'est vraiment, prenez cet univers-là, puis écrivez-le pour les kids qui l'écoutaient dans le temps. Est-ce que c'est une continuation? C'est une pas continuation? Du tout. C'est tout un nouveau univers qui a été établi d'ailleurs par Void Rivals. Puis là, je vais me répéter encore une fois, mais si vous vouliez éviter Void Rivals, faites-le pas. C'est dans les meilleures séries du lot. C'est une super de bonne série de science-fiction qui est étrangement connectée au reste. Et faites-vous plaisir si vous êtes fan de science-fiction. Je pense que vous allez trouver votre compte. Est-ce que dans le bande dessinée de Cobra Commander, il y a quelqu'un qui dit « I was once a man ». Il dit ça, il me semble, à un moment donné, Simon. Hein? Oui. Il me semble qu'il écrive ça, à un moment donné. Ah, je me souviens pas. Il fait référence à lui-même comme man, mais je sais pas exactement dans quel contexte. C'est classique là, du film. Ça, pour vrai, ceux qui écrivent ça, ceux qui ont mis les bases pour l'univers. Le film, là, de G.I. Joe. J'adore. Lequel? Le film des dessins. Ah oui, c'est super bon. À la fin, quand il dit « Hey, Duke est pas mort, finalement! » Ouais, c'est ça. Ouais! Parce que le kid était comme depressed, fait qu'ils ont mis cette ligne-là hors champ. « Duke est pas mort, tout le monde! » Okay. Moi, j'étais un petit peu plus vieux quand le film est sorti, dans 86. Là. Fait que Transformers, c'est ça, quand tu peux fait que oui, tu sais, c'est comme, OK, ça l'arrive. Mais moi, parce que je me rappelle d'avoir vu le poster, c'était tout ce que j'étais intéressé. Des nouveaux... des nouveaux jouets. Ou des nouveaux jouets, tu sais, parce que tous les amis, il y avait les autres, fait que tu voulais acheter ce qui suivait. Ouais. T'as-tu dans ta collection que tu as gardé de l'époque que tu étais plus jeune? Regarde, moi, à un moment donné, quand j'ai grandi à Terrebonne, c'est là que j'avais une coupe de jouets. Puis j'avais mes Star Wars, mes G.I. Joe, mes Transformers, une coupe d'affaires de Mask, que je ne me rappelle plus. Là. Old school. Mask. C'est quoi l'autre, le bizarre que personne ne sait? Insectoids. J'en avais, moi, des Insectoids, parce que j'avais certaines figurines où ils venaient avec des fils. Pas Insectoids, c'est-tu Insectoids? Je pense avec le bonhomme blond avec... Des yeux d'insectes. Il y avait comme des insectes comme des véhicules. Je pense que c'est Insectoid ou quelque chose comme ça. Là. C'est peut-être... un nom similaire. C'est ça. Je pense que j'en avais un guerrier, mais c'était pas lui. C'était pas le personnage principal. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces jouets-là? Quand j'ai déménagé à Montréal à 15 ans, là, c'était tout dans un Tupperware, là, sûrement. Là. Non, c'était une boîte. Dans une boîte que mes parents y ont mis parce qu'on était rendu en appartement, on n'avait pas de place. Fait qu'ils ont mis ça dans le storage. Je ne l'ai jamais revu. Oh non. Non. Quelqu'un a mis la main dessus. Probablement perdu dans le déménagement. Ouais. Et sûrement vendu à une
Maintenant, ça vaut 3000$. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je pense pas que Jarrett s'en cache, mais quand je suis allé chez Jarrett en fin de semaine, qui est derrière le Festival-Pass, on en a déjà parlé souvent, c'est un de nos amis, il y a une bonne collection de véhicules et de figurines de G.I. Joe, et pas que ça me fait rire, mais tu vois à quel point le lien qu'on a fait avec ces jouets-là quand on était jeunes, qu'on le veuille ou pas, il existe encore à notre âge adulte, et c'est très difficile de s'en débarrasser. Moi, j'ai un toutou dans la bibliothèque qui est derrière moi. Ah oui? Je l'ai depuis que j'ai 6 ans. Je peux pas le jeter. Je pense que si je le jette, c'est comme si tu me couperais un petit doigt. Là. OK, j'ai tort. Premièrement, c'est Sectors. C'est Sectors, oui, t'as raison. Ouais. Puis deuxièmement, c'est... j'ai une Corvette Stingray de Hot Wheels. Tout petite? Ben, tu sais, oui, petite, là, que j'ai pogné quand McDonald's, il donnait début des années 80, puis je l'ai toujours gardé partout où je suis parti. C'est la seule petite chose que j'ai gardée. Ouais. Ah, c'est sentimental rendu là. C'est sentimental. Ben, c'est aussi que c'est mon char un jour, même si j'aime pas les chars. C'est ça, j'ai jamais entendu parler de char. S'il se transforme pas en robot, ça me tente pas. Éventuellement, hein, c'est ça qui s'en vient. Ouais, mais sois pas dedans. Non, parce que tu pourrais être surpris. Ça pourrait faire mal un petit peu. On va prendre une petite pause, messieurs. Juste avant, je vais vous parler de notre Patreon des mystérieux. Patreon, c'est ce qui garde les lumières allumées. J'en parle à chaque semaine. C'est essentiel à la survie du show. Et j'exagère pas. Là, tu vois, il y a une autre dépense qui s'en vient qui n'était pas prévue. On se fait spammer beaucoup de pourriels, de cochonneries sur notre site internet. Et pour ça, il faut un module pour lequel j'ai payé. Il faut payer plus parce qu'on dépasse la quantité de pourriels, puis ça, c'est dangereux pour plein de raisons. Donc, c'est une question de sécurité. Donc, c'est une dépense imprévue. Ce genre de choses-là est financé grâce à votre contribution Patreon, qui est l'équivalent d'un café par mois. Si vous pouvez vous le permettre, si ce n'est que pour 1 mois ou 2 mois, puis arrêter puis revenir plus tard, ben, on vous encourage à le faire. Et en échange, on vous offre des goodies. La semaine passée, on vous a offert un épisode de Terre humaine chez Isidore. Les épisodes sont disponibles à l'avance, avant tout le monde, 2 épisodes à l'avance sur le site, sur le Patreon des Mystérieux. Yep. Et ça avait l'air tout un épisode, Simon, parce que ça a fait réagir un peu sur Patreon. Ah ouais? Oui, il y a 2 personnes qui ont réagi. Je vais t'envoyer les messages. Je pense que c'est un show que les gens apprécient particulièrement. Et il y a un nouvel épisode du cycle dédié à Tim Curry qu'on a sorti samedi dernier. Le cycle était supposé être fini. Puis on s'est dit, bon, on va en faire 2 autres. Puis finalement, on aurait dû peut-être pas continuer. Parce qu'on a fait Scary Movie 2, un film pour lequel je n'ai aucune attache émotive. Et qui, ma foi, beaucoup trop de jokes de sperme pour je trouve que c'est un petit peu intense, mais franchement, il fallait le faire. Tim Curry est dedans. Puis on a fait le film Ritual, dont j'ai parlé au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Le film qui est devenu un film lié au Tales from the Crypt, mais finalement, c'est ce que Rémi nous révèle durant l'épisode, puis on va le revoir cette semaine. Il va être disponible cette semaine. C'est pas un film qui a été fait pour Tales from the Crypt. C'est un film qui a été fait de même, puis à la fin, ils ont fait « Ah shit, on va mettre une intro avec le Crypt Keeper déguisé en Rasta, qui fait des jokes de Deadlock au lieu de Dreadlock. Puis ça a très mal vieilli. Beaucoup moins de jokes de sperme, mais on a un Tim Curry tout aussi horny que d'habitude. Sinon, votre contribution vous permet aussi d'avoir accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Un Discord, c'est comme l'Internet, mais imaginez ça sans trou de cul. Donc, en échange de votre contribution, vous avez accès à ça. Pas trop de sperme non plus. Non, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Donc, si vous vous abonnez au Discord des Mystérieux, le lien est dans le descriptif de l'épisode, écrivez-moi directement à travers Patreon, puis je vais vous envoyer votre lien pour le Discord. Aussi, Terre humaine chez Isidore, ça je l'ai mentionné, Terre Kaiju et Noël chez Isidore, là, est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes qui s'en viennent pour la période des fêtes? Il y a comme une pression là, qui sera là. Ben, on devrait, là, comme on a dit au dernier épisode, on va en faire des plus courts pour pouvoir en faire plus. Mais ouais, on travaille là-dessus. Excellent. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 derniers épisodes des Mystérieux Étonnants. Donc, toutes les archives sont disponibles sur notre site internet. On garde juste les 300 dernières sur le fil RSS. On est aussi également sur Facebook, Instagram, puis X, quoique je pense déliter le compte. Je suis comme un peu... ouais. Et sur Mystérieux Sky! Ouais, peut-être. Bah, je sais pas. Moi, le moins que je suis sur les médias sociaux, le plus heureux que je suis. Il faut tout le temps en apprendre un nouveau. En même temps pas. C'est ça. La seule page que j'ai envie d'être, c'est comme Discord, parce que justement, je sais que les gens sont absolument respectueux et le monde sont cool. Et c'est ça. Donc, on va prendre une petite pause. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, la raison pourquoi Cliff est avec nous, X-Men 97.
c'est ça, je t'avais cherché ça. Oh, ben oui. Oh yes! Oh my Globulus! Qui est la voix de... Starscream? Non. Non? C'est la voix du Non, Starscream, c'est Crowbar Commander. coach Ouais. de Rocky, Meredith... Non. Ouais. Burgess. C'est ce gars-là? Ouais. Mickey? Wow. Oui. What? Ouais. Shit, OK. J'étais... Ouais, tu sais, les affaires que tu sais pas quand t'es jeune, quand tu l'écoutes, puis tout à coup, tu grandis. What? Tu viens de m'apprendre ça, Cliff. Ouais, ça, c'est... Ah, j'adore. L'affaire, c'est que moi, mon épouse adore ce film-là aussi. Tu sais, on capote pas sur les mêmes affaires, mais ça, je peux le mettre, puis tout à coup, les deux, on est sur le sofa, là, tu sais, c'est comme... Good, I get it. I get it. Tout le monde haït John Johnson. C'est stupid. Même quand j'étais jeune, je l'haïssais, le Don Johnson. Tu sais, le personnage de... Ah oui. Le frère de... C'est-tu le frère de Duke? Ouais. Il me semble, ouais. Ouais. Je pense que oui. Qui est dans la série, d'ailleurs. Ou non, General Hawks, non. Non, General Hawks, c'est son supérieur. Son Ça, c'est le supérieur. frère de Duke parce qu'il est comme... une fois que Duke se fait tirer dessus, là, il s'en veut. Oui. Ok, oui, J'ai oublié le t'as nom. raison. Ouais. Ouais. Non, General Hawks, je le sais que c'est... Il est plus haut. Il est plus haut. Ouais. Là, je me demande si c'était son frère. Non, mais Non, t'as raison. mais c'est... physiquement, il ressemble, c'est ça l'affaire. Je pense que parce que moi aussi, quand j'ai lu la série récemment, le numéro 1, j'étais mélangé parce qu'il fait une apparition. Fait que j'étais, c'est J'ai une belle collection. Ça, je m'en débarrasse pas. Des 12 pouces de G.I. Joe qui ont fait de sideshow. J'aimerais ça les avoir toutes, mais ça devient cher. Ouais. Mais j'ai Cobra Commander avec le masque en cloth. Nice. Tu sais, c'est comme si tu vis... Moi, mon rêve de faire un film de G.I. Joe, tu fais les années... Tu fais les couleurs... Les années 80. Les années 80. Pas obligé de le style. Le style, tu peux le faire moderne avec des belles bottes ou quoi que ce soit, mais tu mets les couleurs, les personnages, il faut que ça... Tu sais, faut que ça soit un monde à lui-même. Faut pas que ça soit « Let's make it real ». Who cares? Mais je te dirais, puis c'est ressorti beaucoup, dont Patrick Williams. C'est William? Joshua Williams? Non, Patrick Williams, c'est comme le... Willem, c'est le gars qui fait les critiques de films sur YouTube. Il est super bon, pour vrai. Puis il a dit, si vous avez adapté un univers consensuel de Hasbro, éventuellement, calquez ce que Skybound fait, parce que c'est... It's the way to go. OK. Puis je suis quand même pas mal d'accord. Je vais pas trop le hyper parce qu'après, si tu lis et tu trouves ça ordinaire, je vais être déçu. Je vais te pitcher un livre. Dans le final. D'ailleurs, pour le Comic-Con de Montréal, pensez-vous éventuellement inviter, si c'est pas déjà fait, je m'excuse, Daniel Warren Johnson, le dessinateur de Transformers. On va l'écrire le nom. C'est tellement un artiste incroyable. Ouais. On n'est pas live, là. Personne nous entend. On est live. OK. Oui, OK, je vais en dire moins. OK, c'est bon, parfait. Mets-toi pas dans le trouble. Ouais. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de la série X-Men 97. Encore une fois, si vous reprenez les gros jouets avec lesquels on trippait quand on était jeune, puis vous en retirez une série presque 30 ans plus tard, ben vous en retirez la série X-Men 97. C'est fait pour nous autres. 10 épisodes disponibles sur Disney+, qui se veut une continuation de la série classique des années 90, qui a, faut le dire, amené au goût du jour les X-Men pour toute une génération de jeunes qui ne les connaissaient pas nécessairement. Un personnage qui avait été créé dans les années, justement, 60. Donc, je suis du côté de Marvel Comics. Simon, ça te tente de te lancer, toi qui es notre expert? C'est un gros défi, hein? On peut aller dans les grosses lignes. Là. Je l'ai réécouté, puis j'étais là, hey, il y a tellement d'affaires à dire. Il y a beaucoup de stock. C'est ce que Cliff m'a dit avant l'enregistrement. Il a dit, il y a donc du stock, c'est du condensé. C'est quoi j'ai écrit? Densely packed. Densely packed. Extremely fast-paced. Ouais. On est d'accord. C'est vraiment vite, c'est vraiment dense comme histoire, puis c'est fascinant comment que ils ont été capables de te conter une histoire dans 10 épisodes qui sont toutes... Chaque épisode a son identité. Oui. Parce que je pense que les 3 dernières un petit peu moins, parce que c'est part 1, part 2, part 3. Ouais. Mais chacun, si tu dis, hey, tu te rappelles-tu de l'émission de Bright Eyes, tu sais, que... tu sais, quand il enterre... en tout cas, spoiler. Non, spoiler. Mais on spoil ça passe de moi, là. Mais je pense que c'est juste pour continuer ce que tu disais, puis je trouvais que c'était intéressant. Je pense que je sais où tu allais. Tu disais
chaque épisode de sa propre entité raconte sa propre histoire, mais tout dans une continuité. Oui. Donc, puis c'est ça le défi. Puis je pense que ça se révèle beaucoup plus peut-être à partir du 3e, 4e épisode, que oui, il y a une continuation, puis il y a un storyline qui est global à la saison. Pour avoir essayé de les réécouter, mes maudits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stock, là. C'est fou à quel point chaque épisode tu ne sens pas que c'est rushé. Tu sais, il y a des épisodes où je prends un exemple avec les comic books. Tu lis un comic book et tu as l'impression, OK, ce monde-là avait juste comme 4 numéros pour raconter une histoire. Ouais. Puis il n'y a pas assez de comptes de pages pour raconter ce qu'il y avait besoin de raconter. Là, tout est calculé. Tu finis un épisode, tu as l'impression d'avoir écouté un épisode de 1 heure de Star Trek. Tu sais, qu'il y a eu temps à développement, mais non, finalement, c'est comme 22 minutes, 27 minutes. La plupart des épisodes sont presque tous 30. Ils ont quand même pas laissé ça à 22 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit format. Oui. Nous là-dessus, là. Puis ça semble pas être rushé. Et je trouve que, on va rentrer dans notre appréciation dans pas long, là. Non seulement c'est pas rushé, mais on était capable de continuer littéralement ce qui a été fait il y a presque 30 ans de ça, et d'actualiser le canon à ce qui sont vraiment les X-Men aujourd'hui, au point où est-ce qu'on va presque à revisiter les événements de Krakoa dans les comic books, mais à l'adapter à la manière de Genosha. C'est comme Genosha, excuse-moi. C'est brillant quand tu y penses, là, il y a du bon travail derrière. Je vais faire le tour, on va juste dire notre appréciation. Je rappelle encore une fois, je viens de le dire, qu'on spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas vu X-Men 97, faites pause puis revenez quand ce sera le cas. Ou écoutez-nous, il y a des gens que ça ne dérange pas, mais soyez avertis, considérés avertis. Simon, est-ce que tu as aimé X-Men 97? Je pense que je connais la réponse. Aïe, aimer, c'est même pas un mot. C'est même pas le bon mot. C'est la meilleure chose que j'ai vue depuis longtemps. Mm-hmm. Est-ce que j'aurais autant apprécié si je n'avais pas tout lu ce qui se passait? Et si j'avais pas réécouté tout le cartoon, les 5 saisons avant? Mm-hmm. Je pense que oui, j'aurais apprécié, mais là, c'est tellement... ça a répondu tellement à un besoin que j'avais de voir ces histoires-là animées, puis adaptées comme du monde, avec les personnages que j'ai lus, que je connais. J'ai adoré. Ouais. Je développerai plus tard. Parfait. Ouais. Cliff, est-ce que toi, tu as aimé X-Men 97? Oui, j'ai adoré. Moi, je l'écoutais le matin quand je me réveillais parce que je savais que c'était sorti. J'étais pas débile comme mes amis là, qui se réveillaient comme à 3 heures 3 heures du matin. C'est quoi la date, l'heure de tomber? Minuit Pacifique de Los Angeles. Ouais. Fait que c'est 3 heures du matin. 3 heures du matin ici, OK. Ouais. Mais des fois, il y avait des défauts, puis ça rentrait plus tard. Mais en tout cas, moi, je me réveillais le matin avant de prendre mon café, puis j'écoutais la demi-heure. Et ensuite, en soirée, je l'écoutais avec mon épouse. Ah ouais? Oui. Puis ça, c'est comme, Simon, tu disais, est-ce que tu aurais aimé ça si tu n'avais pas tout le baggage, là, de... moi, mon épouse, elle n'a pas lu les bandes dessinées, elle connaît les X-Men de les dessins animés, mais comme de vraiment longtemps pour elle, parce qu'elle l'a pas réécouté comme moi. Elle a écouté les films, elle connaît ses personnages ici et là, mais pas de la même passion. Puis elle a trippé. Elle aimait ça. Trippé. Ouais. Surtout Magneto. OK. Ah oui. Magneto en bobette, là. Magneto en bobette, partout. Quoi. Il a un effet magnétique sur les dames. Regarde, c'est les drôle aussi, je te dis. Ah ouais. C'est drôle parce que une couple de mois avant que la série commence, les gens se... tu te rappelles l'image, le meme de Rogue avec son gâteau? Ouais. Puis Apocalypse qui est là, tu sais, parce que... Son gâteau! Oui. J'avais oublié. Non, ça me disait rien, en fait. Son gâteau. Ses fesses. Ah, OK. Bon, OK. Je commence un mot, là. Oui. Fait que, tu sais, il y a Apocalypse, fait que c'est devenu un meme, puis tout le monde pense que c'est comme ça qu'elle ressemble à travers toute la série des années 90, mais c'est faux. C'est basé sur comme... Tu revois cette image-là encore et encore, et ça te crée une image. Puis j'étais là, « Ah, les gars, vous êtes dégoûtants, là, tu sais, c'est un cartoon, capotez pas. » Puis là, je m'assois avec mon épouse, puis on écoute, puis Magneto, puis il a fait... Elle a eu des émotions. Je dis, bon, ben, OK. T'as le droit. Je comprends, là, tu sais. Fait que c'est pas weird, guys, si moi je trippe sur la souris dans Rescue Rangers, right? Ça, on va parler avec ton psychologue.
Je vais aller dans le même sens que vous, là, puis je pense que les gens à la maison le savent. Moi, j'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une belle production. Bien sûr, c'est aussi très bien animé. Je trouve que la qualité, faut dire, dans les dernières saisons, la qualité avait droppé. Là, c'était absolument dégueulasse. Ouais. Mais là, ils ont mis le paquet. C'est un genre de mélange avec un style américain, mais qui touche un peu sur l'anime, sur les côtés. Ouais. C'est un bon mélange des deux. Moi, pour l'anecdote, pour un peu répondre à votre question, je n'ai pas réécouté les 5 premières saisons pour me mettre dans le bain. Et j'avais envie de le faire, puis finalement, regarde la vie. Et je suis rentré dedans avec seulement mes souvenirs de cette série-là que j'avais écoutée jadis. Et j'étais pas du tout mélangé dans... J'étais pas perdu dans ce qui m'ont été présenté. Je pense qu'ils ont pris pour acquis dans leur écriture qu'il y avait certaines personnes qui allaient être un peu dans le même cas que moi. La balance fine entre rendre hommage, évoluer, mais en même temps essayer d'acquérir des nouveaux fans. Ouais. Qui n'est pas un mandat qui est facile quand on y pense. Puis je trouve que sur ces 3 dalles-là, ces 3 objectifs-là, ben, ils ont réussi. Puis si vous avez seulement une connaissance, disons, fugale des X-Men, vous avez juste écouté les films, je pense que ça peut être juste assez... Ça peut être correct pour se rentrer dans la série des années 90. Je pense que c'est assez correct parce que, gars, ils utilisent la même méthode qu'ils ont faite dans le premier épisode de 93. 92, 93? 93, je pense. Que c'était à travers Jubilee qu'on voyait l'histoire. Dans le fond, ils ont répété ça dans le film de 2000. Avec Rogue. C'est fait qu'ils ont utilisé, cette fois-là, c'était Roberto. Ouais, mais ils l'ont délaissé plus tard, là, mais ils ont quand même, c'était son point de vue de quelqu'un que... T'es qui, toi? Fait que t'avais quelqu'un qui demandait les questions ou que, tu sais, hey, kid, tu sais, on va... Tu sais, pour avoir l'exposition, ça se dit? Oui, l'exposition. Pour que les gens savent de ce qui se passe. Puis mettre les bases. Mettre les bases et les références, qui étaient pas très différent de la première fois. Tu sais, l'équipe des X-Men, c'était pas un origin story, c'était on existe, on a une équipe qui existe, puis c'est pour cette raison qu'on se bat. Puis c'est la même chose qui se passe, mais avec des situations différentes. C'est drôle parce qu'en le réécoutant, j'ai écouté le premier épisode, puis je me suis dit la même chose. Ah, finalement, Roberto a le mandat que Jubilee avait dans la série des années 90, la vraie série des années 90. Puis même si tu regardes l'introduction, c'est quand il court puis il se fait pogner dans le gate. La clôture. La clôture. Fait que ça, c'était la scène de Jubilee dans le temps. Fait que tu sais, c'est comme... Question pour vous, messieurs, puis soyons, c'est juste entre nous autres, il n'y a personne qui nous écoute. À quel point vos émotions se sont pas envolées, mais décuplées quand la toune d'ouverture est partie, puis vous avez revu le générique. Moi, il y a de quoi qui a été stimulé dans mon cerveau, puis j'étais comme, oh ouais, ok, vous m'avez vu, les fuckers. Ben, c'est ça. Quand ça part, tu dis, ok, c'est la même chose. Ok, ok. C'est vraiment comme une attaque de nostalgie et de nouveau en même temps, puis t'es comme, ok, je suis à la bonne place, puis ça va être bon. Le son est impeccable sur la chanson. Là. Ils l'ont refaite d'une certaine façon. C'est surtout avec les systèmes qu'on a aujourd'hui, des télévisions, les écouteurs, c'est comme tu t'entends tout là. Tu entends toutes les c'est comme, c'est moins... c'est plus épique. Ouais, puis même à travers la série, on s'amuse avec le thème, puis on le joue de façon avec un gros orchestre ou plus électronique à des places. Mais la soundtrack est incroyable. J'aime aussi qu'ils vont moduler la séquence d'ouverture en fonction de ce qui se passe dans la série, parce que là, on l'a même pas mentionné, mais il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui quittent, il y a vraiment des changements au niveau de l'équipe elle-même des X-Men. Puis Chris, en y repensant, c'était quand même assez incroyable. Il y a quand même les X-Men se dissouent à un moment donné un peu, si on veut, puis ils reviennent ensemble, puis ils ont le temps de raconter cette histoire-là à travers d'autres épisodes où on a un épisode complet où ce qui se passe dans un jeu vidéo qui rend hommage aux arcades des années 80-90, qui était très populaire de Capcom. Il y en avait un jeu des X-Men où on pouvait jusqu'à, je pense, 4 en même temps, quelque chose comme ça. Mon ami Ryan, il a acheté oh mon Dieu, c'est comme... ok, là, il a gagné à la vie, lui. Mais tu sais, tout un épisode qui rend hommage à ça, qui étrangement, peut-être mon épisode que j'ai le moins aimé. Pas parce que... c'est le plus déconnecté un peu de ce qui se passe. Moi, je pense qu'il y avait quand même
une raison pour ça. Vas-y. Moi, je pense que en tant que quand tu écris ta saison, puis tu dis bon, ça l'arrive, c'est les beats. Les beats, okay? À la fin, le numéro 1, c'est l'introduction. Les 3 derniers épisodes, ça va être épique. Là, la 5e épisode, que tout le monde le sait, maintenant, c'est Remember It avec le sacrifice de Gambit. Puis l'épisode de Nintendo avec Life Death Part 2, c'est celui-là avant. Fait que fallait qu'il baisse nos émotions un petit peu pour qu'on puisse rentrer dans celle-là. Puis, pas pour nous truquer ou quoi que ce soit, mais juste pour être un petit peu plus fresh, tu sais. Okay. Parce que c'est vrai que c'est pas à la même hauteur, mais c'est cute. Ça fait quand même, il y a quand même du character development. Oui, puis c'est comme 2 histoires dans le même épisode. C'est pas juste l'épisode qui est consacré à cette affaire. Mais c'est vrai que ça, c'est mon hic. J'avais des problèmes avec la série quand même. Je sais qu'elle est parfaite. Criez pas après moi. Non, mais t'as le droit de pas aimer certains aspects. Mais c'est plus qu'à cause que ça passait tellement vite. Il y a certaines choses qu'il fallait qu'ils sacrifient. Ils ont mis de valeur Magneto, ils ont mis de valeur Cyclops, ils ont mis de valeur Rogue. Mais les autres, ils ont comme parti un petit peu de côté. Oui, tu as un petit peu de... Pas tant de moments de... Mais Beast a son moment. Il y a son moment humain. Oui, il raconte l'amour. Il y a des petites l'amour. références ou quoi que ce soit, mais tu rentres pas dans les personnages comme tel, mais c'est correct. Mais cela, je pense que ça l'a souffert le plus parce qu'ils ont mis quand même un accent sur Storm. Mais la relation entre elle et Forge... Ouais. Je la trouvais pas... Je la trouvais vite. Elle est un peu sous-entendue dans la série que développée. Ça, arche-là est quand même assez intéressant quand Storm perd ses pouvoirs puis part à la quête d'essayer de les retrouver. Il y a tout un aspect paranormal qui rentre là-dedans aussi. Là, j'étais comme, what the fuck, c'est quoi qui se passe? Ouais, puis c'est une adaptation de 2 numéros aussi. Qui existe pour vrai. Chris Claremont, qui est Life Death, mais c'est quand même, tu sais, c'est différent, mais disons, le core de l'histoire est là. Puis c'est ça, c'est le... l'emissary? Non, l'adversary? Ouais, adversary, oui. Adversary, qui est comme une espèce de créature mythique qui s'en prend, qui a un lien avec Forge, puis tout ça. Puis ils l'ont adapté là-dedans. J'ai trouvé ça le fun. Je pense que c'est dur d'adapter cette BD-là parce qu'elle est particulière, puis elle est aussi très dans la continuité de ce qui se passe dans la BD. Tu sais. Tandis que là, c'était de l'adapter pour que ces deux-là soient ensemble, Storm et Forge. Puis à chaque fois, tu sais, quand je réécoute la série, j'oublie que qu'il va avoir ça. Puis j'oublie que dans la deuxième partie, il y a toute l'espèce de bataille avec l'adversary. Et de Storm qui retrouve ses pouvoirs, tout ça. Je sais pas où je m'en vais avec ça. mais t'aimes ça. J'ai quand même aimé ça. Mais je comprends le point de Cliff que ça va trop vite pour ce que ça veut être. Parce que c'est plus une histoire dans la bande dessinée, même la couverture, c'est plus sombre. Sombre, c'est ça, mais sombre, pas dans le sens dark, mais dans le sens plus lugubre. Ouais. Introspectif aussi. Introspectif. Plus relax. Exactement. Fait que tu sais, c'est comme le fast base de tout avant, c'est comme Je t'avouerais, j'ai pas compris moi l'intrigue par rapport. Tu sais, l'entité là, celui que vous parlez depuis tantôt là, à la fin, je suis pas sûr de savoir c'est qui puis c'est quoi le lien qu'il y a avec Forge puis Storm. J'étais un peu perdu. C'est ça. C'est pour ça que on trouve que c'est ils ont essayé. Puis c'était bien, mais c'était pas le meilleur. C'est pas la chose la plus claire dans la série. Non. Mais la séquence où Storm reprend ses pouvoirs. Ça, oui. Très calqué sur Man of Steel. Oui, c'est vrai. La séquence où la première fois qu'il vole, puis la façon que c'est tourné, je trouvais que ça a sûrement été inspiré un peu de ça. Je veux dire, on dira ce qu'on veut de Zack Snyder, quelques affaires qui étaient bonnes, et dont ça. Puis, tu sais, le fait qu'elle vole à côté des animaux, à un moment donné, avec la musique aussi, puis les angles, ça faisait penser à ça. Tu sais, le fameux, je pense que certaines séries le font plus que d'autres, mais on peut projeter dans les X-Men puis l'histoire des X-Men plein de conflits comme actuels, les gens qui LGBTQ, cette communauté-là, l'immigration, les immigrants, l'autre avec un grand A, l'autre celui qui se fait opprimer pour plein de raisons.
Et je trouve que la façon que c'est amené dans celle-ci, sans être moralisateur, où je pense que des fois l'on perd les gens, c'est super bien fait. Là, tu peux vraiment faire des parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui et les X-Men, puis c'en est un peu désarmant à quel point c'est quand même bien fait, bien écrit. Oui, je trouve. T'as pas le choix tu l'écoutes, tu vois les Friends of Humanity, puis tu penses au Proud Boys. Le gars qui était comme responsable pour la série, c'est Bo DeMaio. Je sais pas si vous avez vu on un petit peu sur lui. Parler sur... je veux pas rentrer dans ces choses, ces propos en ligne, mais une chose à savoir sur lui, c'est que il connaissait du monde qui sont morts en Floride. Tu sais, la tuerie qu'il y a eu. Parkland. Ouais, pas Parkland. Charlottetown? C'est un club gay. Oui. Ah oui. En Floride, je m'en rappelle plus. Ouais, il y a un gars qui est rentré. Fait que, tu sais, c'est lui, c'est de ce point de vue-là que tu sais, comment ça lui dérangeait, puis qu'il fallait qu'il... Tu sais, c'est qui ces personnes-là? Pourquoi qu'ils haïssent quelqu'un d'autre pour ces raisons? Fait qu'il he drew in from there. En tout cas, ça a fonctionné parce que je pense qu'ils ont bien réussi à cet aspect-là. Je vais revenir un peu sur le canon actualisé parce que tu sais, la série dans les années 90 était bien sûr elle aussi même adaptée de surtout la run de Claremont. Je pense que Cliff et Simon pouvaient le confirmer. Mais aussi, ils ont mis des trucs de côté. Je me souviens que Cable, son origine était très différente du Cable qu'on connaissait dans les bandes dessinées. Puis là, ils ont fait la tâche quand même monumentale de le ramener plus en ligne avec son origine des comics, tout en gardant ce qu'on connaissait déjà de lui des dernières saisons, des 5 dernières saisons qui avaient été diffusées dans les années 90. Puis ils l'ont fait pour Cable, puis ils l'ont fait pour d'autres aspects de la série où on a plus mis le reste en lien avec la continuité des comics. Et je trouve que c'est quand même exceptionnel de se permettre ça. Je trouve que c'est une lettre d'amour, non seulement pour ce qui a été fait avant, on crache pas sur ce qui a été fait, mais aussi pour le matériel d'origine. Et ils le font quand même bien, donc tu ne peux qu'applaudir leur effort et être content. Des fois meilleur. Mais tu sais, il y a un avantage. Je ne dis pas que c'est pas facile, mais ils ont comme une perspective de regarder tout ce qui s'est passé, puis enlever les cochonneries qu'on a lues. C'est parce que quand même, le moment que Cable est né en X-Men 201, jusqu'au moment qu'ils apparaissent dans les X-Men 100 numéros plus tard. Il y a une grande... Il y a une évolution, le personnage m'a racheté des trucs, c'est ça. Exactement. Puis après ça, qu'ils disent « Oh, c'est le fils. » Ça a pris du temps qu'on arrive là. Un peu à l'image de comme ils ont fait des comics, mais comme tu dis, ils se sont inspirés puis ils en ont fait la même chose dans les comic books. Puis, je veux dire, je n'ai pas tant de love pour Madeleine Pryor, puis je connais pas trop tout le Goblin Queen, mais je connais pas trop le Goblin Queen, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste que je sais bien. Là, je carry au bout, là, puis je sais que c'est pas l'origine du personnage exactement dans les comic books. Là. Ouais, mais Goblin Queen, là, c'est comme mais je trouve ça fou, excuse-moi. Vas-y, Simon. Je trouve ça fou qu'il ait réussi à adapter un événement comme Inferno, qui est tellement huge, plus toute l'histoire avec Madeleine Pryor en un épisode. Puis, tu sais, ils ont comme tassé tout ce qu'il y avait alentour, puis ils se sont concentrés sur le personnage. Puis là, ça devenait une espèce de film d'horreur, de body horror. Oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. Oui. Puis, tu sais, c'est le 2e épisode. T'es comme, holy shit! J'étais tellement content de voir qu'ils ont adapté ça. Puis de cette façon-là, sans trop de lore puis d'affaires à comprendre alentour. Pas de limbe, puis pas de... En tout cas. Et comment tu le savais que, tu sais, qu'elle apparaît dans le 2e épisode, elle apparaît Madeleine Pryor puis Jean Grey. Comment tu le sais que c'est Jean Grey qu'elle arrive? Je sais pas. Elle s'évanouit immédiatement. C'est ça. Ah oui? Quoi, c'était quelque chose qui arrivait. Elle s'évanouit presque tout le temps. Dans les comic books? Non, dans la série. Dans la série, oui, elle avait une vision, puis elle s'évanouissait. Ah, Scott! Oui, c'est vrai. Elle fait qu'ils sont allés jusque-là. Oui, ils sont allés jusque-là. Ah, tu sais, je trouve ça drôle aussi que ça, qui est quand même une grosse histoire des X-Men adaptée en un épisode, puis Opération Zero Tolerance, que moi, quand la série X-Men 97 est sortie, je venais juste de lire Operation Zero Tolerance, puis c'était drôle de voir comment ils ont pris juste un petit élément de cette affaire-là pour en faire une grosse histoire qui se tient et qui a de l'allure. Le Zero Tolerance du cartoon est tellement meilleur que l'événement de la BD. Bastion, je me rappelle quand je l'ai lu au début, j'étais excité et tout,
mais c'était comme ça tombé plat après. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le sentinelle qu'on voit à la fin de la série, c'est ça? C'est le Big Bad. Le Big Bad, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Mutant. Puis, tu sais, je sais que je pense dans les années 2000, il revient, puis là, il revient sous d'autres formes, comme on voit dans le cartoon. Ouais. Mais... tu sais, tout le fait que les humains se transforment en sentinelles dans le cartoon, dans la BD, il y avait ça, mais il y avait comme aucun punch, aucun truc qui... J'avais moins le feeling film de zombie que dans le cartoon. Puis ça, je trouvais que ça marchait. Là. C'était épeurant de voir tous les humains se transformer en Sentinel. Ouais. Fallait pas mal parce que. Ah ouais, c'est ça. C'était quand même des héros, là. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la confrontation finale. Quand il y a comme un schisme qui se fait dans l'équipe des X-Men, comme il arrive tout le temps. Les X-Men, ils sont jamais capables de s'entendre. Là. Parlez-vous, Colin, on dirait un épisode de Seinfeld. Mais ils finissent tout le temps par être chacun de le côté opposé. Genre, soit ils se joignent à Magneto ou Professor X. Puis il y a exactement ça qui se passe pour la confrontation finale. Pour des personnages que je m'aurais jamais douté. Rogue qui décide d'aller du côté de Magneto initialement, genre. Puis, puis là, finalement, non, ils sont tous du même bord. Puis le combat, ils ont tous leur rôle à jouer. Leurs pouvoirs sont tous utilisés d'une certaine manière. Ils ont tous leurs moments. Ils ont tous leurs moments. C'est, tu sais, comme... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films de Marvel Studios, puis c'est bien correct. Il faut, je pense, leur donner, c'est qu'il y a des scènes qui sont particulièrement bien chorégraphiées. Ils sont pas toutes bonnes, mais prenons un bon film d'Avengers, il y a des scènes, là, par exemple, le combat final, à part peut-être les splash pages, là, mais que tu sais, c'est le fun. Il y a une chorégraphie qui est prenante, et man, c'était digne de Marvel Studios pour moi. Le combat sur le satellite, là, c'était digne d'une séquence qui aurait pu être adaptée au grand écran. Fait que quand j'ai écouté la série, je pense qu'une des premières choses que j'ai dit à Simon, je dis « Hey Chris, ils sont mieux d'être prêts pour les films parce que là, ils ont élevé la barre en tabarnak avec la série l'animé. Il faut qu'ils n'ont pas le choix d'aller plus loin encore. » Mais j'aime aussi le thème au centre de ce qui... Le sentiment de haine, ça le dit dans les derniers titres, la tolérance et l'extinction. Ouais. Tu sais, qui est dans le fond dans le cœur de tous les racistes ou les xénophobes du monde, c'est que ils haïssent parce qu'ils ont peur qu'ils vont plus exister. Mais tu sais, c'est comme une mauvaise pensée parce que on va tous plus exister ou quoi que ce soit. Ça, c'est what comes next, un autre sandwich. Oui, c'est ça. Exact, c'est ça. Exact. Puis c'est un mot du bon sandwich, t'as c'est un mot du bon sandwich. Est-ce que quelque chose que vous voulez rajouter qu'on n'a pas dit, que vous voudriez vraiment parler avant qu'on se laisse par rapport à... Moi, il y a des moments. Il y a des moments dans la série que j'ai adoré. Et j'en ai vu un que j'avais pas remarqué la première fois, que j'ai remarqué hier en l'écoutant. T'as la scène où ils sont dans la Porsche de Cyclops avec Jean Grey et Cable. Puis là, ils sont en train de détruire toutes les sentinelles puis de creuser un trou, whatever. Mais là, à un moment donné, à la fin, quand je pense que Jean Grey fait l'espèce de bulle alentour du char pour qu'il puisse voler, puis que Cable vient de tirer sur plein de monde, t'as Scott Summers et Cable qui se font un fist bump. Ouais. Juste ça, j'étais comme, oh, Chris, c'est hot, parce que là, c'est l'espèce de bulle familiale, vraiment. Père-fils. Ouais. Puis il y a ça, puis tu sais, évidemment, la séquence de téléportation avec Wolverine et Nightcrawler. Ah, c'est malade. On voit le point de vue de qu'est-ce que ça donne. C'est intense. Qu'est-ce que ça a de l'air quand tu te fais téléporter, puis ça s'étire, puis c'était magnifique. C'est ça qu'on a vu dans la bande-annonce où t'as Gambit qui charge les griffes de Wolverine. Ça fait carrément pas de sens, mais t'es comme « Ouais, go for it, man, j'embarque au bout. » Mais ça a aussi créé le setup pour la mort de Gambit parce que tu dis « Bon, mais j'ai chargé ça, pourquoi je charge pas? » C'est une chance que Wolverine n'a pas fait splat. Non, chance qu'il n'a pas pété ses mains au complet. Mais peut-être ça l'a fait, hein? Peut-être, puis c'est juste régénéré. C'est ça. Ben non, puis cette séquence-là de mort, elle est tellement... toute cette séquence-là, tout ce combat-là contre le Master Mold qui attaque Genosha. Tu sais, c'est rare que
que je vais dire ça, mais il y a de quoi de menaçant dans le Master Mold, tu sais. C'est un cartoon, Ouais. c'est pas réaliste, c'est pas Celui-là, CGI, là, puis tu le regardes, tu sais, oh mon Dieu, je me comme projetais comme étant un citoyen de Genosha, puis j'étais Ouais. comme, mon Dieu, j'ai Ouais. peur. Ça faisait vraiment un film d'animé horreur. là, Oui, tu sais, ça que- faisait comme, tu sais, la créature gigantesque qui attaque la ville, ce qui est littéralement le cas Ouais, dans la c'était série. Ouais. Non, c'était... Ouais. Moi, j'ai embarqué Tous dès les personnages qui meurent aussi. Il y en a plein, là. En maudit. Ben, comme quand c'est passé dans les comics, là. Tu sais, c'est ça Ah ouais. qui c'est arrivé dans les comics. Puis ça qui ramène cet aspect-là, qui a un lien, justement, c'est ça, à Krakoa. C'est Krakoa, là, dans cette. C'est pas Ben, Krakoa, ouais, mais c'est presque Krakoa. Parce qu'il y a Genosha qui a existé, mais tu vois que comité. le look, oui, le comité, ouais, Ouais, le look aussi, ouais, est très inspiré. le look, il y a des personnages avec des designs qui viennent vraiment de Krakoa. Fait que, tu sais, c'est quand même actuel. Ça, c'était quand même cool à voir. Exact. Ouais. Ouais. On va se demander si quand éventuellement ça va être projeté au grand écran, si on va un peu aller dans cette direction-là. Et ça, c'est l'affaire. Une chose que je trouve qui est très important dans les X-Men, c'est vraiment le côté téléroman. Mhm. C'est obligatoire. T'as pas le choix, c'est un soap. On a toujours dit C'était que c'était un soap. vraiment un soap, puis c'est ça que les gens aiment, puis c'est ça qui manquait dans les films. Tu sais, je veux rien enlever aux films qui sont sortis parce qu'il y a beaucoup de bons. Tu sais, il y a beaucoup de mauvais. Mais il y a beaucoup de bons, puis que j'ai bien aimé. Il y a des acteurs qui ont sorti de là qu'on adore. Hugh maintenant. Jackman, qui est Jack- devenu. Tu sais, c'est une bonne personne, là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Je trouve que s'ils savent ils savent quoi faire, ça va être le côté téléroman, là. Faut que ça soit intégral, tu sais. Yep. Je sais pas, peut-être X-Men, peut-être c'est pas fait pour le cinéma. Peut-être c'est fait pour une série télé. Je sais pas. Je sais qu'ils vont pas vouloir faire ça parce qu'il y a plus de cash à faire. Ben oui, puis il faut qu'ils changent de registre aussi au niveau Marvel Studios. Ils peuvent pas juste reprendre les franchises qui ont été à l'écran dans les dernières années. Il faut qu'ils trouvent une manière de se renouveler, mais des personnages qui ont en banque. Puis dans les gros personnages qui ont en banque, c'est les Fantastic Four et bien sûr les X-Men. Ouais. Puis ils l'ont dit, la prochaine saga, c'est les Mutant Saga. Yep. Fait que c'est ça. Regarde, une petite anecdote. Vas-y donc. OK. Ben, je vais mentionner premièrement que beaucoup de gens c'est pas avant que j'arrive à l'anecdote, que beaucoup de gens qui sont pleins, on va dire, de le fait que Wolverine n'était pas au centre des histoires, pas d'histoire. Okay. Mais, tu sais, pendant les 5 saisons qu'on avait, il y en a plein d'histoires. Fait que moi, j'étais un gros fan de Wolverine, mais moi, j'étais content avec ce qu'il y avait parce que, dans le fond, dans les X-Men, Wolverine, c'est un personnage du deuxième rôle. Ouais. Dans le fond, j'étais énormément content que Cyclops était au centre. Oui, pour une fois. Puis il est pas boring non plus. Non. Ah, ils te l'ont mis cool, là. Oui, Ouais. pour une fois. Cool, mais tu sais, gossant. Tu sais que- Mais oui, mais, Ouais, mais il est là. Il est pas juste en train de chialer. mais tu le comprends. Tu sais, c'est plus un Captain America Oui, exact. tu sais, dans les Avengers Boy Scout. qu'un Boy Scout. Tu sais, c'était vraiment... Je trouvais ça super bien. Cal Dodd, je trouve que ça, c'est l'acteur qui fait la voix. Et je trouve que sa voix a vieilli, mais je trouve que c'est parfait Oui. pour Wolverine. Ben, parfait. Parce que Wolverine, il est vieux. Je veux quelqu'un qui... tu sais, comme ça, pas trop jeune. Cal Dodd était au Comic-Con de Montréal cette année. Oui, tu l'avais invité. Oui, avec l'acteur qui fait Beast, que le nom m'échappe maintenant. Georges Boucha? Oui, Boussa. Ouais, Boussa, Georges Boussa, qui parle français d'ailleurs. Et qui était... Of course que Beast parle français, c'est sûr. Oui. Dans le fond, les X-Men sont canadiens. Hein? Les X-Men, les personnages Les originaux, acteurs? les acteurs originaux sont tous de Toronto. Il y avait avec les studios d'animation avec les studios d'enregistrement, pas d'animation, qu'il y avait dans cette période-là. Fait qu'ils sont presque tous revenus. Cal Dodd et moi, je voulais pas... Ryan, il voulait faire l'entrevue, mais moi, je voulais faire un jeu avant. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, puis s'il y a des gens qui étaient là, ils le savent. J'ai fait chanter les gens le thème de X-Men. Ben oui, on l'a fait nous autres dans nos lives aussi. Oui? Oui, on l'a souvent fait. Oui, fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé la foule qui chantait chacune une partie. Tu sais, j'avais un groupe qui faisait tan 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 tan. Puis il y avait un autre groupe puis c'est ça. Bonne idée, ça. Fait que je les ai entraînés puis là pour les faire venir sur scène. Oui, on va te piquer l'idée, je pense. Prochain live, on va faire ça. C'est le fun. Oui. C'est le fun de faire Puis chanter le monde. Quand ils ont
communion qui se crée, là, puis il y a comme une gêne qui disparaît, ou tu sais, genre, il y a une énergie qui se crée de groupe, c'est le fun, ça. Ça devient bien le fun. Yes. Mais Cliff, merci d'avoir été là pour parler des X-Men. On aurait pu en parler pendant longtemps. Ça faisait longtemps, Simon, je pense aussi que tu voulais en jaser avec nous autres. Ah ouais, je pourrais en parler encore. Là. On pourrait en reparler. On a hâte à la saison 2, confirmé. Morph qui va être... Oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de fucking Morph. Qui ont rendu intéressant. Oui, qui est intéressant. Et woke. Oh shit! On l'aime. Mais non, j'ai hâte de voir la deuxième saison. Continuez encore. Tu sais, je dis toujours, c'est pas la nostalgie qui est mauvaise, c'est comment vous l'utilisez. La nostalgie bien faite peut être créative autant que le produit d'origine, puis ça, on a la preuve. Donc, Mini Comic Con de Montréal qui s'en vient, Cliff, début décembre? La fête, excuse-moi, l'édition des fêtes du Comic Con, oui. qu'on l'appelle maintenant, c'est 7 et 8 décembre. C'est au Palais des Congrès, c'est beaucoup plus petit pour que le gros Comic Con de juillet. Ouais. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, yes. Alors vous pouvez venir gratuitement. Si vous avez peur qu'il y ait une grande file, on a des billets d'accès priorité pour qu'ils rentrent de bonne heure puis qu'ils rentrent avant tout le monde. Mais c'est juste, on sait que c'est pas pour tout le monde, c'est juste 20$ pour les 2 jours. Quand même, ça vaut la peine. C'est surtout des exposants, c'est ça? C'est des exposants. On est aussi associé avec un nouveau événement qu'on fait affaire avec, c'est Festival Hobby. Puis c'est plus le côté sportif. Fait qu'il va y avoir des cartes de hockey, de baseball, des affaires de collection de ce côté-là. Fait que c'est tout collectionneur. Fait que... moi, je suis tombé dans un click-hole, excusez, je vais juste faire une bifurcation 2 secondes. Je suis tombé dans un click-hole de fans de cartes de Pokémon là, de ce temps-ci. Puis genre, je sais pas pourquoi j'écoute ça, mais genre, je vois un gars ouvrir des packs. Puis je suis comme, my God, il a payé 300$ pour ce pack-là. Puis je le vis par procuration. Là. Mais l'Orcana, là, c'est l'équivalent, genre Disney, c'est-tu devenu big, ça, au Comic-Con aussi? Ou c'est devenu big, OK? Ouais. Puis, gars, qu'est-ce que mon boss est propriétaire de magasin Capitaine Québec, OK? Ouais. Fait que des fois, on leur reçoit les paquets à l'entrepôt, qui est le bureau du Comic-Con. Comic-Con, puis des fois, on prend notre lunch, puis il dit, bon, nettoyez la table, chacun, je vous donne 4 paquets de cartes. Puis il nous donne des paquets de cartes, puis on passe... c'est comme manger ses ongles, hein? Il y a de quoi de... Oui, c'est comme, est-ce qu'on a une carte telle? Puis après ça, quand on arrive à trouver une carte qu'on cherche, là, on arrête. Puis là, on continue à travailler. Mais tout le monde aime juste l'aspect de jeunesse de j'ai trouvé la carte. Je sais pas c'est quoi, mais je l'écoutais. Là. Moi, j'écoute un truc, c'est le gars qui s'appelle Deep Pocket Pokémon. C'est un gars qui a énormément d'argent, puis il achète des lots, puis full de cash. Anyway, puis je le voyais là, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de jouer au Pokémon, mais en même temps, je suis comme fasciné, puis je suis pas capable de regarder je suis pas capable de pas regarder son vidéo d'1 heure de lui qui chasse, puis qui ouvre des paquets, puis je suis comme... pourquoi j'ai envie d'ouvrir des paquets, là? C'est quoi cette affaire? C'est comme quelqu'un qui a envie de fumer, mais qui a jamais fumé de sa vie. Oui, les unboxings des choses, ça marche. Ça marche aussi. Ouais, ça marche. Hey Simon, merci d'avoir été là également. On se revoit bientôt. Je vous rappelle que le spécial de Noël, cette fois-ci, des Mystérieux Étonnants, aura lieu le 22 décembre prochain. C'est un dimanche, bien sûr, à partir de 20h en live, disponible par la suite en balado. Et pour les gens qui sont sur le Discord des Mystérieux Étonnants, le mercredi, Benji diffuse de ce temps-ci les films d'Adam Sandler, parce que comme novembre est le mois le plus plate, on s'est dit, on va monter un petit peu le niveau. Hein? On va aller dans du Adam Sandler. Okay. Puis, c'est ça, pour rire un peu, parce que ce sont des temps gris, pas juste en termes de température, mais aussi fabrique sociale. Donc, on essaie de s'afficher un sourire avec des vieilles jokes des années 90 qui ont tous bien vieilli. Je vous dis, faites attention à vous autres, inscrivez-vous au Patreon si vous avez la chance, et on se revoit la semaine prochaine. OK, ciao! Bye. Bye, ciao!